Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce magnifique plateau, l'IMAC TV. Alors, une conférence de qualité étant qu'une conférence qui commence à l'heure, je vous propose de lancer le cap de départ de ce temps d'échange autour du bien-être psychologique des enfants. Merci de votre présence nombreuse, que vous soyez parents, enseignants, membres de la communauté éducative de l'IMAC Seclin, mais également de Sainte-Thérèse de Bercé, de Notre-Dame Provins et du Sacré-Cœur d'Avelin. Mais également que vous soyez représentants de Groupama, un grand merci à Groupama, on y reviendra, représentants de la mairie ou toute autre personne intéressée par cette thématique d'actualité qui est le bien-être psychologique des enfants. Alors, bien sûr, nous aurions préféré être en présentiel, nous sommes aujourd'hui en distanciel, contexte sanitaire oblige. Nous ne portons pas de masque puisque l'organisation du plateau permet une distanciation physique. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir un plateau de qualité et je vais m'empresser de vous présenter les différents intervenants, en commençant par notre invité d'honneur, à ma gauche, le docteur Adeline Dubreux, qui est psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie spécialisée dans la prise en charge des enfants et adolescents et l'aide à la parentalité. Et Adeline Dubreux est installée à la Madeleine. Patricia Dutoit, présidente de la Fédération Groupama du Nord. Groupama qui est notre partenaire pour cette conférence et à qui je passerai la parole dans quelques secondes. À ma droite, mais faut-il encore les présenter tellement ils sont connus et reconnus. Notre duo de choc des chefs d'établissement. Sobriété, élégance et efficacité sont des qualités qui vous sied à ravir. Monsieur Anthony Paulet, chef d'établissement de Notre-Dame de Provins et depuis septembre 2020, également chef d'établissement de l'école de l'Immaculée Conception. Toujours à ma droite, Grégory Verhaeghe, chef d'établissement de Sainte-Thérèse de Bercé et également depuis septembre 2020, chef d'établissement du collège de l'IMAC et coordonnateur de l'ensemble scolaire de l'Immaculée Conception. Et votre serviteur, donc Philippe Andestine, je suis président des parents d'élèves de l'Immaculée Conception et un grand clin d'œil à tous les parents qui nous regardent ce soir. Place maintenant à l'ouverture officielle par Madame Patricia Dutoit, donc présidente de la Fédération Groupama Nord, qui était d'ailleurs, si mes informations sont bonnes, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, qui a arpenté les bancs du collège de l'Immaculée Conception. Madame Dutoit, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Van de Westijn. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, comme Monsieur Van de Westijn vient de le dire, je suis présidente de la Fédération Groupama pour le département du Nord et je suis ravie que notre assurance mutualiste soit partenaire de cette conférence digitale. Alors, cette conférence s'inscrit dans un programme de bien-être global au sein de l'ensemble scolaire Saint-Pia. C'est un programme ambitieux qui va se dérouler sur plusieurs années et cette conférence en donne le top départ. Alors, la santé, la prévention sont pour nous des priorités. Il nous a donc semblé naturel à Groupama d'accompagner l'ensemble scolaire Saint-Pia sur cette thématique aussi importante du bien-être psychologique de l'enfant. C'est aussi pour nous une façon de faire vivre nos valeurs mutualistes, comme nous le faisons au travers de notre fondation qui s'appelle Vaincre les maladies rares, fondation que nous soutenons financièrement grâce à différentes actions durant l'année, comme notamment les balades solidaires, que nous organisons le premier week-end du mois de juin chaque année dans l'ensemble des départements français. Madame la Présidente, merci. Donc alors effectivement, la conférence de ce soir est l'une des premières PR d'une ambition globale. Et je vais laisser maintenant nos chefs d'établissement vous présenter ce projet d'ampleur. Monsieur Paulet, Monsieur Verhaeghe, la parole est à vous. Merci Monsieur Van de Westijn. Bonsoir à tous. Avant de vous présenter le contexte de notre projet bien-être intégral et durable et la conférence de ce soir sur le bien-être psychologique des enfants, je souhaite remercier le docteur Dubreux, la Fédération Groupama, l'Association des parents d'élèves pour leur aide à la préparation et à l'animation de cette soirée.
Ce projet bien-être intégral et durable a été initié avec l'association des parents d'élèves de l'ensemble scolaire Immaculée Conception, mais a pour ambition d'être porté par l'ensemble des établissements de l'ensemble Saint-Pia. Monsieur Van de Vostine les a énumérés tout à l'heure, je me permets de les rappeler. Les 5 établissements sont le Collège Immaculée Conception de Seclin, l'École Immaculée Conception de Seclin, l'École du Sacré-Cœur d'Avelin, l'École Notre-Dame de Provins et l'École Sainte-Thérèse de Bercé. Ce projet, bien-être intégral et durable, est ancré dans l'encyclique du pape François Laudato Si sur l'écologie intégrale et la préservation de la maison commune. Et pour reprendre une citation célèbre du pape, le défi urgent de sauvegarder notre maison commune qui inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. On pourrait penser que l'écologie intégrale ne concerne que l'écologie verte. Or, l'écologie intégrale repose sur 3 grands piliers. Un pilier sociétal qui concerne le bien-être et le bon équilibre des personnes. Un pilier économique qui concerne la bonne gestion et la bonne répartition des moyens. Et enfin, un pilier environnemental dans lequel s'intègre l'écologie verte qui concerne la préservation de la biodiversité et la bonne utilisation et la bonne gestion de nos ressources. Concrètement, comment ça se matérialise dans nos établissements scolaires? Par le bien-être des personnes, à la fois dans les classes et dans l'établissement. Par la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Par l'attention à une saine alimentation, en mettant en valeur les produits bio, les produits locaux. Par l'utilisation raisonnée et raisonnable de l'eau. Par la préservation de la biodiversité, la gestion et le tri des déchets, sujet largement exacerbé par le contexte si particulier que nous traversons actuellement, par la prise en compte d'un thème peut-être un peu moins abordé, moins connu, que sont les perturbateurs endocriniens, avec une attention portée à l'achat du mobilier, à l'utilisation des matériaux en général, des peintures, des matériaux de réfection de nos structures et de nos bâtiments, par une meilleure gestion de nos infrastructures, l'éclairage, l'informatique, les systèmes de chauffage, et bien évidemment par une réflexion sur les mobilités, avec une sensibilisation à l'utilisation privilégiée des transports en commun, mais également à l'utilisation des moyens de transport non ou peu polluants. Alors, la réussite du projet passera par de bonnes stratégies de communication. L'idée étant de communiquer le projet et les actions mises en place à l'ensemble des familles concernées, mais aussi au personnel de l'ensemble Saint-Pia et aux différents partenaires. Nous mettons également en avant l'intérêt de former les personnes aux différents champs évoqués à l'instant par M. Verhaeghe, et enfin, par la participation de tous, faire en sorte que chaque personne soit acteur et se sente acteur du projet bien-être intégral et global. Alors, j'évoquais à l'instant, donc on peut changer la diapositive, j'évoquais à l'instant la participation de tous. On entend par là l'ensemble de nos communautés éducatives, notamment les principaux intéressés que sont nos élèves. Alors les parents d'élèves, tous les personnels de l'ensemble scolaire, de l'ensemble Saint-Pia et l'organisme de gestion également, l'OGEC. Nous devons également nous appuyer sur les partenaires extérieurs que peuvent être les mairies et les autres collectivités territoriales, nos différents prestataires ou même les autres établissements scolaires du secteur avec qui on peut travailler, on doit travailler. Et je reviendrai sur la citation qui est en fin de page, en fin de diapositive. Devenons ensemble des bâtisseurs de possibles. On pourrait imaginer également devenons ensemble des bâtisseurs de demain et se poser la question, quel monde souhaitons-nous laisser à nos enfants ? Alors, je vous laisse observer donc la diapositive suivante qui fait référence aux étapes liées à la mise en œuvre du projet. C'est une proposition de management. On peut mettre en avant qu'il s'agit d'un projet qui est pensé et organisé, qu'il est pluriannuel. On peut imaginer une mise en place du projet sur 2 ou 3 ans et d'ensuite pérenniser ce projet sur les années à venir.
Nous en sommes aujourd'hui à l'étape 1 du projet, qui est d'impulser la démarche, pour en arriver ensuite à l'étape 6, valoriser et évaluer la démarche, où on peut penser par exemple à certaines certifications. Je pense par exemple au label Éco-École, voilà, pour ne citer que lui. Alors, sur l'organisation. Très bien. Donc, comme l'a dit M. Paulet, un autre projet, c'est une ambition qui doit être commune, qui doit être portée par tous. Alors, il y a quand même un acteur qui nous semble primordial et qui est au centre de notre projet, c'est l'élève. Alors, donc, le projet bien-être intégral et durable sera l'occasion de mettre en valeur et de s'appuyer sur les élèves, et notamment les élèves éco-délégués. Voilà, donc place à la conférence de ce soir, parce que bien évidemment, le projet bien-être intégral et durable comporte, vous l'aurez compris à travers cette rapide présentation d'un vaste projet, il comporte plusieurs volets. Le premier volet que nous travaillons ce soir, que nous vous proposons, que nous vous présentons ce soir, c'est le bien-être psychologique des enfants. Merci à nouveau, Dr Dubreu, d'être avec nous ce soir. Alors, la première pierre est ce soir, et on embraye directement sur la deuxième pierre demain, avec le lancement d'une démarche d'état des lieux bien-être. Et là, je vais me faire le porte-parole de nos 3 psychologues, le docteur Justine Blampin, docteur Caroline Kless et le docteur Julien Éloire, qui nous accompagnent. Alors, comme ils sont en distanciel, la technique ne permet pas qu'ils interviennent en direct, donc je me fais leur porte-parole. Et s'ils souhaitent compléter, qu'ils n'hésitent pas à envoyer des petits messages. Nous les retransférons en direct. Donc la démarche d'état des lieux qui démarre dès demain. Alors les différentes étapes de cette démarche, donc, qui commencent demain jusqu'à mi-juin, donc avec des temps de rencontres et des briefings qui seront organisés sur le mois et demi à venir. Nos psychologues ont créé des outils pour arriver à des questionnaires numériques, et vous verrez, on va vous le dire, dès demain, les questionnaires numériques vous seront transférés. Fin juin, une étape d'analyse et de compte-rendu. Alors, le périmètre de ces questionnaires porte à la fois sur les états anxieux des enfants, des parents, des enseignants, de l'ensemble des membres de la communauté éducative, sur le harcèlement scolaire, un thème d'actualité, sur également les comportements auto-agressifs. Et derrière, l'objectif, c'est de mettre en valeur vos besoins pour apporter des actions d'amélioration dans les mois et les années à venir. Donc justement, sur ce questionnaire numérique, on vous l'a dit, vous les recevrez via la direction d'établissement dès demain. 3 liens, un lien pour les collégiens, un lien pour les enseignants et comités éducatifs, et un lien pour les parents. Concernant les collégiens, les questionnaires numériques sont à retourner pour le 31 mai. Et pour les parents et enseignants et comités éducatifs, la date fixée est le 11 juin. Donc voilà pour cette présentation d'un projet global qui est un projet ambitieux qu'on se fixe ici à l'Immaculée, mais pas qu'à l'IMAC, sur l'ensemble des ensembles scolaires Saint-Pia. Donc c'est une démarche d'ensemble. Et bien sûr, on compte sur vous parents, on compte sur vous enseignants, comité éducatif, et on compte sur vous collégiens. Et juste vous informer que nous allons passer les 17 et 18 mai prochains dans toutes les classes du collège, les 29 classes de notre collège, ici à l'IMAC, pour présenter cette démarche et favoriser l'adhésion et la participation de l'ensemble de nos collégiens. Et d'ailleurs, on peut dire qu'en lien avec la direction d'établissement, la classe de collège qui aura répondu le plus au questionnaire aura un challenge Koh-Lanta de confort. Donc un cadeau collectif leur sera décerné. Donc voilà pour cette présentation d'un projet global. Maintenant, passons, si vous le souhaitez, au clou de notre spectacle. Mais juste avant, partage avec vous, pour que cette conférence soit la plus interactive possible et la plus dynamique possible, vous avez la possibilité de poser des questions via la plateforme. Nous avons une super équipe motivée juste à côté qui est chargée, qui est missionnée pour collecter
analyser, trier, sélectionner vos questions. Et en fin de conférence, dans une foire aux questions, nous aborderons un certain nombre de questions que vous nous avez posées. Et bien sûr, nos intervenants se feront un grand plaisir à y répondre en fin de conférence. Donc, docteur Adeline Dubreux, encore un grand merci pour votre présence ce soir. Mais je sais que vous êtes habitué de ce type de conférence, parce que vous êtes une spécialiste, notamment reconnue sur ce domaine du bien-être psychologique des enfants et des ados. Alors, peut-on commencer, en préambule de cette conférence, par bien identifier ce qu'on appelle bien-être psychologique des enfants et notamment des ados? Alors, je me suis posé la même question que vous. La notion de bien-être, il faut savoir que ce n'est pas une notion qu'on aborde spécifiquement en psychologie. Et donc, j'ai ouvert mon dictionnaire pour aller voir un petit peu ce qu'on définissait comme le bien-être. Il s'agit d'une sensation agréable qui est procurée par la satisfaction de ses besoins physiques et l'absence de soucis. Alors, je me suis dit, effectivement, l'enfant, pour bien grandir, il a besoin d'évoluer dans un environnement qui lui apporte des réponses à ses besoins premiers, un environnement sécurisant. L'absence de soucis, je me suis dit, ça me paraît plus compliqué dans la mesure où on sait tout à chacun que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que les enfants comme les adultes traversent des moments de vie compliqués. Ce qui ne peut pas dire forcément qu'ils vont rencontrer des difficultés sur le plan psychique, mais en tout cas, il peut y avoir des moments un peu plus complexes. Et dans ce cas-là, ce qui va être très important pour eux, c'est d'avoir la possibilité de parler des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, pour parler du développement, du bien-être, on peut dire en tout cas qu'on parle plus d'équilibre émotionnel chez l'enfant et des conditions qui sont favorables à cet équilibre. Parmi ces conditions, notamment quand l'enfant est petit, il y a évidemment tout ce qui va le sécuriser en termes physiques, mais aussi affectifs. Ça, c'est très important, le lien avec ses parents, le lien avec sa famille. C'est absolument fondamental que ça puisse se faire dans un environnement sécurisant, stable, le maximum possible. Ensuite, on parle donc effectivement de stabilité des relations. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir, évidemment, on sait bien aujourd'hui que beaucoup d'enfants vivent dans des familles où il y a des séparations, où il y a des recompositions familiales. Ce n'est pas forcément problématique, mais ce qui est important, c'est que les choses puissent se faire de manière harmonieuse et que le dialogue entre les adultes soit le plus présent possible. Ce qui va être très important aussi pour un enfant pour bien se construire, ça va être la notion de cadre. Ce qui va être important, c'est que l'enfant, et notamment quand il est petit, mais on en reparlera aussi pour l'adolescent, qu'il intègre aussi la limite. Alors Pierre Delion, qui est professeur émérite à la fac de médecine, parlait de catégorie philosophique de l'autrui. Et ça, c'est une dimension très importante. C'est-à-dire que pour l'enfant, pour qu'il grandisse bien, pour qu'il s'adapte à sa socialisation, qui commence par l'école, il faut qu'il puisse rapidement tenir compte que cet autocentrage quand il est petit, cette volonté de tout découvrir, d'avoir un petit peu une toute-puissance sur l'extérieur, elle doit rencontrer de la limite, parce qu'il faut prendre en compte aussi ce qui se passe autour de lui, et notamment ses proches. Et ça va être fondamental pour qu'il puisse ensuite s'intégrer dans un système scolaire ou dans une société de manière plus large. Pour cette sécurité-là, il a besoin aussi de l'empathie. C'est-à-dire qu'il a besoin que les adultes qui gravitent autour de lui soient suffisamment réceptifs à ses émotions à lui, mais aussi dans l'expression de leurs propres émotions. Ça va dans les deux sens. Souvent, les parents ont l'impression qu'ils doivent taire un certain nombre des émotions qu'ils peuvent rencontrer. Or, au contraire, l'enfant, ce qui est le plus complexe pour lui, c'est de vivre dans un environnement où il perçoit, il ressent des choses, mais il ne comprend pas. Et la plupart du temps, comme il est en tout cas quand il est petit, comme il est autocentré, il va avoir tendance à penser que c'est de sa responsabilité. Donc c'est très important de ne pas hésiter à nommer quand on rencontre telle difficulté, les émotions qu'on peut avoir, c'est très adapté de le faire et c'est à encourager. Donc ça, le fait que ses parents s'expriment, ça va l'aider aussi lui à s'exprimer, à se comprendre, à comprendre ses émotions. Et puis au fur et à mesure de son développement, on verra aussi qu'il aura à comprendre quelque chose des émotions des autres. Ça, c'est très important aussi dans la sociabilité. Parmi les choses qui sont importantes dans l'environnement de l'enfant, il y a aussi quand même tout ce qui est pas trop stimulant pour lui, et surtout quand il est petit. En tout cas, on vit dans une société où on est quand même dans quelque chose de
d'une dispersion constante. Les écrans, ils sont en grande partie responsables, mais pas que. Mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on réapprenne un peu le culte de l'attention pour aider les enfants aussi à faire avec l'ennui, à faire avec des moments de vide. Ça, c'est très important pour se construire. Et donc, à ne pas hésiter à limiter en tout cas le temps d'écran. Ça, c'est une certitude. Et moi, je dis souvent, ça doit être une consommation familiale. C'est-à-dire que pour que les enfants se limitent, il faut que les parents soient aussi très attentifs à leur propre consommation et soient aussi vigilants à ce qu'il y ait des moments où il n'y ait pas d'écran qui interfèrent dans la relation, qu'il puisse y avoir des moments, au moins un par jour, où ils peuvent échanger, par exemple autour du repas, autour de ce qui s'est passé, que chacun puisse s'exprimer sur sa journée. Alors souvent, du principe à la réalité, il y a un précipice. Effectivement. Tout à fait, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le bien-être de l'enfant, il ne concerne pas que sa famille et ses parents. Et ça, c'est très important d'insister là-dessus. Notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit bien que les États aussi, partis, s'engagent à favoriser ce bien-être de l'enfant et à faire en sorte qu'il trouve dans son environnement social un ensemble de choses qui l'aident à s'épanouir. Donc c'est très important de dire, et je crois que c'est aussi une façon de montrer aux familles qu'elles ne sont pas seules, c'est qu'il y a une communauté autour de l'enfant. Il y a différents acteurs. Moi, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, c'est « il faut tout un village pour élever un enfant », c'est ça. Et donc j'en reviens à l'intitulé de votre conférence sur parents, enseignants, équipe éducative, tous concernés. On est tous concernés dans cette coéducation qu'il faut essayer d'être la plus cohérente possible. Alors, c'est encore une fois l'idéal. On sait bien que dans la pratique, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Et moi, j'ai beaucoup appris à ce propos de Philippe Mérieux, qui est professeur en sciences de l'éducation, qui est intervenu à un de nos états généraux violences et enfance sur la ville de Lille, et qui disait que ça nécessite beaucoup de laisser de côté ces certitudes, que ce soit du côté du parent, du professionnel. Je crois vraiment qu'il faut être capable, pour avoir ce dialogue entre adultes, de dire que finalement, chacun dans son coin, on n'y comprend pas grand-chose, qu'à plusieurs, on peut mieux trouver des solutions pour l'enfant, et que chacun, de sa place, a quelque chose à dire et à apporter, et que c'est ces éléments-là pris ensemble qui vont vraiment être porteur pour l'enfant, et ça, l'enfant le perçoit bien. Dès qu'il y a des clivages, dès qu'il y a des tensions au niveau des adultes qui gravitent autour de lui, en général, il en voit les effets. Et par contre, pour que cette co-éducation puisse bien se faire, il faut prendre soin des adultes. Pour que les enfants, on prenne soin des enfants, il faut prendre soin des adultes qui s'en occupent. Donc il faut avoir des actions de parentalité, et il faut avoir aussi du soutien aux équipes enseignantes, aux équipes éducatives, pour qu'ils puissent être en capacité de bien accueillir les enfants comme les parents à qui ils ont affaire. Donc, la démarche qu'on entreprend, apparemment, elle est dans les bons clous. Elle est très pertinente. Le bien-être des enfants passera notamment par le bien-être aussi des adultes qui les entourent. Exactement. Et ça, c'est un point fondamental. Après, je voudrais quand même dire une petite chose sur le contexte dans lequel on est depuis déjà un an. Évidemment que ça va revenir beaucoup pendant mon intervention parce que c'est un sujet d'actualité et que forcément ça a un impact sur notre bien-être à tous. Il y a quand même, alors il y a beaucoup d'inégalités qui sont encore plus accrues là dans ce contexte. On n'a pas tous vécu de la même manière les moments de confinement. En tout cas, ça a mis en tension les familles. Parce qu'au final, on n'est pas fait pour vivre ensemble en permanence, ça c'est une certitude. On en a fait l'expérience. Chaque membre de la famille a besoin d'avoir des extérieurs, a besoin de pouvoir prendre l'air, pouvoir s'épanouir individuellement pour être mieux ensemble. Et ça, on en a été privé, on a manqué finalement de toutes ces petites choses essentielles, c'est-à-dire le sport, la culture, qui nous aident justement à gérer aussi nos émotions et à faire en sorte que dans la famille, il n'y ait pas trop de tension. Et ça, j'en parlerai après, mais les adolescents notamment en ont énormément souffert. Donc, j'espère qu'on en voit le bout du tunnel. Je l'espère aussi, et je crois qu'effectivement, en tout cas, la vaccination est une lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc, belle entrée en matière, on retient tous concernés, enfants, collégiens, parents, communauté éducative, même combat pour le bien-être au sens global. Alors, cette période de la préadolescence-adolescence, vous l'avez déjà un peu effleuré, c'est une période bouillonnante, excitante, surprenante, parfois déstabilisante, émerveillante, mais également parfois qui peut être aussi traumatisante.
Alors, vous parlez de Philippe Mérieux. Moi, je partage avec vous 2 citations de Dominique Blondeau et de Philippe Solers pour avoir la parité. Donc, Dominique Blondeau qui nous dit « L'adolescence n'est-elle pas une merveilleuse crise de folie qu'il ne faut pas laisser passer sans trancher dans le vif de ses sensations ?» Et Philippe Solers lui répond « La maladie de l'adolescence, alors moi j'aime bien celle-là, est de ne pas savoir ce que l'on veut et de vouloir cependant à tout prix. » Nos enfants, nous parents, ça nous évoque forcément des choses. Donc, docteur, un enfant à l'âge pré-ado, quelle transformation et quel challenge doit-il relever? Alors, vaste question. C'est une vaste question. Vous avez 3 heures, non, vous avez 5 minutes. 5 minutes, oui, mais ça va être compliqué. Effectivement, vaste question. Alors oui, on parle de crise. On a mis longtemps à reconnaître cette période comme assez spécifique et c'est encore difficile aujourd'hui d'offrir des soins, en tout cas en santé mentale, vraiment spécifiques à cette période qui s'étend jusque à peu près 25 ans, hein, puisque l'adolescence, finalement, on a l'impression qu'elle avance. Il y a une préadolescence de plus en plus importante, et puis elle peut aller vraiment jusque 25 ans. Donc on a encore du mal aujourd'hui à avoir des dispositifs spécifiques pour cette tranche d'âge, mais on y travaille évidemment. Alors oui, on parle de linge ingrat. On utilise des mots comme ça qui ont tout leur sens. C'est vrai que l'adolescent, il va être confronté à des transformations très importantes, à la fois psychiques et corporelles. Alors le corps, il est au centre de notre existence toute la vie, du plus jeune âge jusqu'à la fin. Il est en lien évidemment avec la manière dont on se sent psychologiquement. Mais à l'adolescence, il va vraiment être au devant de la scène. Et il va subir des modifications très intenses qui vont être compliquées à apprivoiser pour l'adolescent et aussi pour son entourage. Beaucoup de choses qui font que finalement cet enfant qu'on a vu grandir d'un seul coup se transforme. Et ça peut aussi être une expérience un peu étrange pour les parents que de le voir se transformer. Et puis il y a le corps sexué, il y a la sexualité qui se met en place. Donc toutes ces choses-là vont évidemment impacter les échanges et les interactions. Alors l'adolescent, ce corps, il va plus ou moins en prendre soin. En tout cas, son apparence, elle est importante. Son apparence aussi en termes de signes d'appartenance, c'est-à-dire qu'il va y avoir parfois des codes, des vestimentaires, enfin des choses. Il a besoin de se distinguer aussi de sa famille et à travers ces codes-là pour se créer un peu sa propre identité qui est beaucoup rattachée à l'identité du groupe. Et l'importance de l'apparence est-elle plutôt chez les garçons, plutôt chez les filles à l'adolescence? Alors c'est une question auquel je n'ai pas de réponse précise. En tout cas, on est quand même dans une société aussi où le culte de l'image est de plus en plus intense. Donc on se donne beaucoup en image, on se donne beaucoup à voir. Je crois que sur le net, je ne connais pas les statistiques, mais il y a aussi des youtubeurs, des garçons qui se montrent, qui se mettent en scène. C'est peut-être pas les mêmes codes, mais en tout cas l'apparence, le corps, il a une place importante de manière différente, évidemment. Au sein de nos établissements, ce n'est pas plus prégnant chez les filles que chez les garçons. Que chez les garçons. Hein. D'accord. D'accord. Donc en tout cas, l'adolescent, il perd le contrôle par rapport à ce corps qui change et sur lequel il n'a pas d'emprise. Donc il va aussi essayer de reprendre du contrôle à travers cet investissement qu'il peut avoir autour de l'apparence. La deuxième chose, c'est que quand même, il va passer d'un état de dépendance du tout petit, infantile, qui dure un certain temps, à une progressive autonomie qui va se faire dans un parcours d'aller un peu retour. Hein. L'adolescent, il n'est pas directement autonome, ça prend du temps, c'est dépendant de chacun. Et puis, il y a des allers-retours comme ça entre autonomie et puis régression, besoin d'être rassuré par les parents. Françoise Dolto, elle parlait du complexe du homard. C'est une image très intéressante parce que de la même manière que le homard qui doit, pour pouvoir grandir, se séparer de sa carapace, l'adolescent, finalement, il est dans une mutation où aussi il se sort de cette carapace de l'enfant, cette protection initiale de l'enfant. Il est un petit peu dans une période du coup transitoire où il est très vulnérable, parce que sans protection, jusqu'à ce à l'âge adulte, il ait de nouveau suffisamment de bagages pour se protéger. Donc c'est une période de turbulence, ça c'est une évidence. Il y a une quête d'identité aussi qui est très importante. Et il a besoin de faire ses expériences en dehors du cadre familial, il a besoin d'explorer. C'est une période où, ça, les parents seront d'accord avec ça, il y a quand même une labilité des comportements et des émotions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de tout ou rien. À cet âge-là, il y a parfois des
voilà, des choses assez théâtrales ou des manifestations qui sont assez importantes, qui ne sont pas forcément pathologiques en tant que telles. L'adolescent, il est assez expressif ou il ne l'est pas du tout, on y reviendra. Mais en tout cas, il peut varier rapidement dans son éventail émotionnel. Et donc, il va devoir négocier une nouvelle distance relationnelle avec sa famille, et notamment avec les gens dont jusqu'à présent, il était le plus dépendant, ce sont ses parents. Donc, ça va être compliqué. Il est dépendant affectivement, et petit à petit, il va devoir essayer de s'en détacher. Et j'allais dire réciproquement, puisque ça, c'est un travail qu'il fait avec ses parents. Donc, évidemment que les adolescents qui arrivent avec plus d'insécurité intérieure, qui ont moins une bonne estime d'eux-mêmes, qui vont traverser cette période de manière plus complexe, et ils auront d'autant plus besoin des adultes qui sont autour d'eux, mais malheureusement, souvent, ce sont ceux qui en refusent le plus l'aide. Donc ça, c'est assez délicat, mais j'y reviendrai peut-être par la suite. Il va y avoir des modifications aussi importantes au niveau de leur intellect, c'est-à-dire que la construction intellectuelle va se modifier. Jusqu'à présent, l'enfant, il est beaucoup plus dans une pensée qu'on appelle opératoire, concrète. Et puis à partir de 11 ans, il va vraiment évoluer dans ses capacités. Il va aussi nettement beaucoup plus tenir compte, considérer la pensée de l'autre. Donc ça, c'est très important. Il va avoir une pensée plus abstraite. Il va être beaucoup plus en capacité de raisonner en hypothèse. Donc en fait, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent on a l'impression que les ados sont peu disponibles aux apprentissages, alors ils le sont peut-être pour d'autres raisons, parce qu'ils sont très occupés à leur socialisation, mais c'est une période très propice pour les apprentissages, parce que vraiment il y a une ouverture qui est importante, et puis les ados, ils fonctionnent beaucoup par l'engouement. Alors c'est des passions, soit des rejets, mais en tout cas, c'est un moment qui est propice à découvrir des choses. J'ai parlé un petit peu de l'appartenance au groupe qui était importante. En tout cas, il y a une véritable identité sociale qui est nécessaire. Le lien social, c'est fondamental à l'adolescence. Le besoin d'appartenance à ce groupe, il peut aussi amener parfois des prises de risques et des défis. Ça, on sait qu'à cet âge-là, il y a un besoin de tester les limites, de se sentir exister. Il y a certes cognitivement une compréhension de ce que c'est la mort, mais qui n'est pas encore si claire que ça. Donc, il navigue comme ça dans une frontière parfois un peu périlleuse. En tout cas, le besoin d'appartenance au groupe, il peut faire que les défis sont plus ou moins adaptés. C'est-à-dire qu'il y a globalement 3 sortes d'adolescents. Il y a l'adolescent qui va être capable de faire un pas de côté, c'est-à-dire qu'il va par rapport à la ligne prendre un écart. Par exemple, il va se prendre une cuite un soir et puis le lendemain, il va se rendre compte qu'il est allé un peu trop loin. Il va être capable d'entendre qu'on lui fasse des reproches. Il y a l'adolescent qui est un cran au-dessus, va lui faire le grand écart. Et à ce moment-là, il y a des risques parce qu'effectivement, il peut se mettre en danger à ce moment-là. Et puis, il y a le dernier... Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Hein. Tout à fait. Il y a venir chez les adolescents. Donc, Oui, donc, le second qui va faire un grand écart et qui donc lui va être capable quand même de reconnaître aussi ce qu'il a mis en place. Et puis il y a le dernier cas de figure, c'est le grand écart qui devient une répétition, une déchirure. Et là, ça concerne quand même 15% des adolescents qui sont dans des répétitions comme ça d'actes dangereux qui les mettent en danger et qui révèlent une véritable souffrance sous-jacente. J'ai encore un petit peu de temps. 30 secondes. 30 secondes. je peux te permettre une question. Vous Oui. évoquiez tout à l'heure l'adolescence qui pouvait se prolonger jusqu'à 25 ans, mais vous Oui. estimez qu'un enfant devient adolescent à partir de quel âge? Puisque vous évoquiez également des élèves de 11 ans. Donc ça, on est vraiment à l'entrée en 6e généralement. Alors, on a tendance à dire que ce qui permet de dire qu'on entre dans l'adolescence, c'est la puberté. Mais vous savez que la puberté, elle est extrêmement variable en fonction. Elle a tendance un petit peu quand même à être de plus en plus précoce. Donc, moi, j'aurais tendance à dire pré-ado, c'est plutôt 10-11 ans. Et après, effectivement, ça continue longtemps aussi parce qu'au niveau tout simplement du fonctionnement cérébral, la maturité cérébrale, et notamment le contrôle des impulsions, ça va jusqu'à 25 ans. Donc, ça peut être pour certains une période encore sensible jusqu'à cet âge-là. Donc, effectivement, c'est finalement une tranche de vie importante, même si on peut en aucun cas comparer un enfant. 11 ans, on est un enfant de 11 ans et un adulte de 25 ans, qui est censé être adulte de 25 ans. Mais effectivement, puis c'est assez différent chez les uns et les autres. Oui, juste une chose sur l'autorité dont j'ai parlé tout à l'heure. Il
faut savoir qu'à l'adolescence, effectivement, l'autorité, c'est quelque chose de très important, parce que l'autorité, c'est quelque chose qui sépare. C'est un principe de séparation, c'est un principe de différenciation. C'est-à-dire que ça permet clairement d'identifier là où est l'adulte, là où est le jeune, l'adolescent. Et contrairement à ce que les parents craignent parfois, parce qu'il faut redonner aux parents l'idée qu'ils ont à faire valoir un certain nombre de choses, c'est extrêmement structurant pour un ado de rencontrer des limites. Alors, tout est la nuance aussi de la rigidité. Il ne faut pas être dans la rigidité, il ne faut pas être dans la sévérité, la contrainte. Il faut être dans quelque chose qui est quand même ouvert au dialogue, parce que l'adolescent, il a besoin quand même de mettre en dialogue un certain nombre de choses avec ses parents. Parents, n'hésitons pas à avoir une autorité adaptée. Si j'ai bien retenu le message. Tout à fait. Enfin, c'est facile à dire, mais encore une fois, ça nécessite de l'entraide et voilà, ça ne se fait pas de manière trop isolée. Donc, il y a aussi des interrogations très fortes existentielles, qui suis-je, que vais-je devenir, etc., qui sont majorées par la période Covid. Et ça, la pression scolaire aussi, c'est quelque chose qui impacte énormément les adolescents. Et la pression scolaire en temps de Covid, elle est particulière. J'y reviendrai si vous voudrez, mais en tout cas, là, normalement, les adolescents, ils ont le droit à des compensations, c'est-à-dire qu'ils ont la scène affective, les relations avec les autres, au collège, à l'école, à l'extérieur. Là, il y a eu des moments où il n'y avait que finalement la scène scolaire et que en visio, ils n'avaient même pas le relationnel avec les enseignants. Et donc là, forcément, ça crée des crispations, des tensions et des débordements. Voilà, donc je pense avoir à peu près répondu à la question. Je vois que le temps file, donc peut-être qu'on va enchaîner. Alors on enchaîne, mais c'est la continuité. Hein. Donc cette période de l'adolescence, c'est également la période du premier téléphone portable, la période du premier ordinateur, la période, comme on disait de mon temps, des premières booms, premières soirées. Aujourd'hui, on dit des premières teufs. C'est la période également des premiers baisers, forcément, premiers émois. Donc c'est la période beaucoup de premières fois. Alors ces premières fois peuvent être glorieuses ou un peu plus dangereuses. Et donc, docteur, quels sont les principaux risques auxquels un jeune peut avoir à faire face? On pense notamment, et on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est harcèlement scolaire, hein, et puis le risque aux réseaux sociaux. Oui. Alors, quand je vous entends parler, je me dis effectivement, on a eu la chance de connaître toutes ces premières fois et ces expériences qui ont été quand même mises un peu entre parenthèses pendant un an. Donc, il faut quand même avoir ça en tête, que finalement, eux, ils ont été plus confrontés à des difficultés à se projeter dans l'avenir, à un immobilisme. Et quand on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, en général, on n'arrive plus à penser. On est en manque de désir. Enfin, ça peut effectivement amener des notes un peu dépressives comme ça. Donc, par rapport à ce qui est du harcèlement scolaire, peut-être quelques généralités sur la violence, parce que la violence, on l'attribue plus souvent aux autres qu'à soi-même, mais ça reste quelque chose qui est constitutif de notre condition humaine. On a tous en nous de l'agressivité, des mouvements de violence, et justement, l'apprentissage qu'on fait à l'enfant, c'est de faire en sorte que cette agressivité, il la canalise et qu'il la nomme, qu'il la dise, qu'il la traduise par autre chose que par des actes. Et alors, c'est vrai qu'à l'adolescence, il y a de nouveau cette pulsionalité, il y a de nouveau ce bouillonnement qui vont amener des émotions aussi beaucoup plus intenses, dont la colère, dont la haine, dont l'agressivité qui peut émerger chez chacun d'eux. Et ils vont avoir besoin aussi de trouver des moyens de colmater cette angoisse qu'il y a en eux autour de cette transformation corporelle, autour des choses qu'ils vivent dans leur environnement. Et parfois, pour supporter cette angoisse-là, ils vont avoir tendance à l'extérioriser par des passages à l'acte violent. Ça peut être aussi un moyen de reconnaissance dans le groupe. On sait que l'escalade dans les groupes peut être terrible parce que des enfants parfois pris isolément n'ont pas les mêmes actes que quand ils sont portés par une dynamique de groupe. Et parfois la violence, c'est une modalité de communication dans un groupe, c'est un faire-valoir, une espèce de rite de passage. Donc ça peut aussi être mis en scène comme ça. Donc c'est aussi une construction d'une identité aussi un peu en opposition au monde des adultes, dans quelque chose comme ça qui vient rencontrer du dur, la limite. C'est aussi plus compliqué pour des enfants qui sont en situation d'échec scolaire et d'exclusion scolaire, qui peuvent avoir, face à cette passivité, ils subissent un système qui finalement ne leur est pas adapté forcément, et donc ils peuvent être dans des réactions de violence. En tout cas, la violence scolaire, elle a toujours existé. Peut-être qu'elle est différente aujourd'hui dans ses modalités, mais elle a toujours existé. Et elle est aussi le prolongement de la violence dans les cités. C'est-à-dire que
le scolaire, il y a aussi un impact de ce qui se passe dans les quartiers qui peut avoir des répercussions sur le scolaire. Le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Le harcèlement, on le définit comme des conduites qui sont intentionnelles, qui sont agressives, adoptées par un enfant, un groupe d'enfants à l'encontre d'un autre ou d'autres, qui sont répétitives et durables. Donc effectivement, c'est un phénomène qui, je pense, a toujours existé, mais qui est de plus en plus étudié. Sujet de préoccupation, on est extrêmement sensible au climat scolaire parce qu'on sait à quel point ça peut faire des dégâts. On sait à quel point ça peut avoir un impact à la fois sur les enfants qui en sont victimes, les adolescents qui en sont victimes, mais aussi on peut se poser la question, bien évidemment, des auteurs, de qu'est-ce qui les a amenés à être dans de telles conduites. Alors, vous m'avez demandé pour les réseaux sociaux. Avant de vous dire les risques que ça peut se rajouter, notamment à la dynamique du harcèlement, je voudrais quand même en souligner les bénéfices, hein, parce que souvent on parle des risques, des dangers, on essaye d'éduquer par la peur et de dire... C'est bien de positiver aussi, vous avez raison. Oui, surtout que je pense que de parler que des dangers, ça occulte une certaine partie de la compréhension des choses. Et puis, ça ne fonctionne pas. On sait que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça que ça... Mais souvent, on précise quand même qu'il y a des dangers à la mauvaise utilisation. C'est ça. Donc, ce qui sous-entend quand même qu'on peut les utiliser. Qu'il y a des bons usages. Voilà. Exactement, tout à fait. Là, il faut quand même dire que, puis encore ce soir, ça en est l'exemple, les nouvelles technologies nous ont rendu bien des services pendant ces périodes de confinement, nous ont permis de maintenir une continuité pédagogique. Les réseaux sociaux, ils ont aidé les jeunes à maintenir un lien social entre eux. Ils le faisaient déjà avant, mais là, à un moment donné, ça a été le seul moyen pour eux d'être en lien. Et puis, c'est aussi des espaces où ils peuvent être créatifs. C'est un lieu de socialisation où ils vont pouvoir explorer des zones d'intimité, c'est-à-dire que c'est à l'abri des regards des adultes, c'est entre eux. Donc ça, c'est vraiment très important pour eux, pour se construire, de pouvoir éprouver ces moments d'intimité dans leur groupe. Donc ça, ils le font à travers les réseaux sociaux. Ça leur permet d'expérimenter la relation à l'autre, alors avec tous les dangers que j'y reviendrai, mais en tout cas, c'est une façon aussi d'expérimenter qu'est-ce que c'est le lien à l'autre, et notamment les rencontres amoureuses. Enfin, ils explorent des choses aussi à travers cet outil. Et puis, ça leur permet d'asseoir leur personnalité, parce qu'à travers les réseaux sociaux, ils vont aussi parler d'eux, avoir des récits sur ce qui leur arrive, ils vont pouvoir mettre des images, ils vont pouvoir... vraiment être dans un contact aussi où ils vont se montrer, s'exprimer à travers cet outil. Développer une certaine créativité artistique aussi. Aussi, tout à fait. Peut-être différemment de ce qu'on peut vivre au quotidien à l'école. Les réseaux sociaux permettent peut-être à l'enfant aussi de s'exprimer autrement. Et voilà, le fait d'être derrière un écran peut parfois peut-être permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer. s'exprimer. C'est surtout qu'en plus, les plateformes donnent des outils de communication de plus en plus larges. C'est-à-dire que quand on n'est pas à l'aise avec le langage, déjà, il y a un langage propre à Internet, plus simplifié. Il y a les emojis qui sont très utilisés. On peut publier de la photo, du contenu. C'est-à-dire que ça ouvre le panel de la communication, et pour ceux qui sont plus en difficulté avec l'un ou l'autre, peuvent utiliser toutes les ressources proposées par ce type de site. On revient à ce que disait M. Verhaeghe, la bonne utilisation, le bon comportement. C'est ça. C'est presque comme si en fait, les réseaux sociaux, c'était à la fois le remède et le poison. Donc il faut vraiment... Le problème qu'il y a eu aussi avec ces confinements, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de... Habituellement, déjà, les enfants sont énormément sur les écrans, mais au moins, pendant le temps scolaire, ils n'y sont pas. Et donc, il y a des espèces de pauses comme ça imposées, hein, quand on y arrive. Et donc, là, ils ont été sans cesse connectés. Donc, qui dit sans cesse connecté, dit aussi plus de prise de risque dans l'exposition, dans ce qu'on partage, plus de confrontation. Et ça a eu aussi un impact. Et peu préparé, puisque le confinement est arrivé subitement, que ce soit les enfants, les familles, même l'équipe enseignante. Tout à fait. On a été peu préparé à cet outil de communication. Et voilà, c'est tout un travail à faire, et encore à faire aujourd'hui. Tout à fait. Encore à faire aujourd'hui, et je pense qu'on aura tout à gagner à s'adapter à ces techniques-là qui pourront peut-être être utiles pour d'autres raisons un jour. Mais effectivement, on a été pris de court. C'est vrai que ça a eu un effet traumatique, ce Covid, hein, parce qu'on n'y était pas prêt. Ça a été une effraction, on ne s'y attendait pas, et d'un seul coup, on a dû être confronté à cette réalité. D'où la nécessité d'un retour d'expérience pour s'améliorer, pour prendre ça en compte, pour changer nos comportements sur l'aspect de la bonne utilisation du numérique. Tout à fait. Donc, par rapport aux réseaux sociaux et notamment le cyberharcèlement, c'est vrai que
Alors, il faut savoir qu'un enfant qui est cyberharcelé, en général, il est harcelé aussi dans la cour de récréation. Il y a un prolongement comme ça. Tout comme les enfants qui sont seuls, qui ne chattent pas, qui ne sont pas dans des jeux partagés en réseau, c'est souvent les mêmes qui ont très peu d'amis dans la réalité. Le cyberharcèlement, ce qui est compliqué, c'est qu'il ajoute une dimension assez abominable. C'est vraiment à travers les outils numériques, c'est l'effet de propagation. C'est à quel point il y a un redoublement de l'agression à travers sa diffusion. Et ça, il faut pouvoir en informer aussi les jeunes, qu'ils se rendent compte que ça a toujours existé, hein, les agressions verbales, les moqueries, les railleries, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, par exemple, de se moquer de quelqu'un qui serait comme ci, comme ça, gros, je ne sais pas, dans la cour de récréation, que de le diffuser 50 fois. Il y a une part qui reste dans les réseaux sociaux, que ce soit une part écrite ou verbale. Il y a une part qui reste, qui se propage. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Donc il faut pouvoir expliquer à ces jeunes ce que c'est que la logique d'Internet. La plupart sont amenés à aller sur les réseaux sans comprendre ce que c'est que la logique d'Internet, comment fonctionnent les réseaux sociaux, le principe de la caricature, le principe de l'expression péremptoire, le fait qu'il peut y avoir facilement des insultes. Ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir mentionner. Il faut pouvoir aussi leur dire que, souvent, moi, les chefs d'établissement me disent « mais on ne comprend pas, le lundi matin, on passe notre temps à les séparer, ils sont là, ils se sont quittés bien le vendredi, ils arrivent le lundi, il y en a qui se frappent dessus, on ne comprend pas ». Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le week-end, ils sont en lien beaucoup sur les réseaux. Et qu'est-ce qui leur manque quand ils sont en lien à travers les réseaux? C'est qu'ils n'ont pas les modalités de communication humaine, c'est-à-dire l'interaction, le visage de leur interlocuteur. Et donc, ils ne s'adaptent pas à l'émotion, à la mimique de l'autre. Et donc, ils y vont parfois très fort parce qu'ils n'ont pas ce retour, ce qu'on appelle l'empathie aussi, pour ajuster leurs propos. Et donc, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, ceux qui se sont sentis très malmenés et qui n'ont pas d'autres moyens, qui ne trouvent pas d'autres moyens ils se défendent au poing. Et ça peut créer effectivement des situations très complexes. Donc ça, il faut pouvoir l'expliquer aux adolescents. Il faut pouvoir les avertir que la communication à travers Internet, ça n'est pas la même que dans la vraie vie. Et les avertir des risques qu'ils encourent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc le harcèlement, c'est lié à un mauvais usage de ces outils-là. Enfin, le cyberharcèlement, c'est aussi en lien avec ça. Il faut faire de la prévention, moi je pense, dès la fin de primaire, si ce n'est avant. Je pense plutôt on informe, on fait de l'éducation à l'image, mieux c'est. Et puis il faut aussi dire aux jeunes qu'il faut bien se garder au XXIe siècle de croire que l'image, c'est la réalité. Qu'aujourd'hui, on fabrique des images. Et que parfois il y a des images qui circulent qui sont complètement fausses, construites, et ça va être le harcèlement de demain, c'est-à-dire qu'on ne va même plus forcément utiliser contre quelqu'un une image de lui, on va fabriquer une image de lui modifiée avec du chantage, etc. etc. Donc il faut bien leur dire que, attention, les images, ce n'est pas la réalité, et d'être assez critique par rapport à ça. Le cyberharcèlement, c'est aussi une façon de devenir un peu acteur et sentir exister pour certains. Ça peut être moyen de renverser un sentiment de passivité quand il y a vraiment des jeunes qui sont très mal, très angoissés, qui ont une forme de destructivité interne et qu'ils ont besoin de la sortir d'eux. Et donc, ils attaquent l'autre pour supporter, parce que c'est insupportable justement de garder ça en soi. Et puis, il faut dire aussi que le contexte actuel a engendré des angoisses très fortes de dépendance des adolescents, c'est-à-dire qu'ils ont été contraints, forcés de rester en vase clos. Et donc ça a eu des effets importants. Les réseaux sociaux, c'est aussi des stéréotypes de l'image de corps. Ça, j'en dirais juste un mot, mais c'est quand même un effet de viralité, une diffusion de conformisme, de beaucoup de choses autour de... On parlait du corps à l'adolescence, mais... sur les jeunes filles qui doivent avoir les lèvres gonflées, les techniques pour le faire. Enfin, il y a une espèce de viralité comme ça autour d'images de la perfection féminine et qui ont un impact notamment sur les adolescents qui sont en construction, qui sont plus fragiles. Donc ça, il faut aussi pouvoir en parler. Et puis, il y a aussi cette idée d'illusion un peu d'une vie paradisiaque. Moi, je vois beaucoup de jeunes fragiles qui sont sans arrêt en train de suivre des Instagrammeurs, des YouTubeurs, et on y montre tout ce qui est beau, tout ce qui va bien. Et évidemment que pour la majorité des gens qui ne sont pas dans tel ou tel endroit paradisiaque ou qui ne vivent pas ces expériences-là, si on est trop là-dessus, ça peut finir par avoir des effets. Donc il faut pouvoir parler de tout ça avec les jeunes, les informer effectivement de ces effets-là.
Vous définissiez tout à l'heure ce qu'était le harcèlement et donc le cyberharcèlement. Il me semble important justement, c'est bien de l'avoir défini parce qu'on confond régulièrement, que ce soit nous, hein, quels que soient les adultes, parents ou équipes éducatives, ce qui est réellement le harcèlement. Vous parliez tout à l'heure de cibler des enfants. Nous, on est sujet, alors quelle que soit la violence, elle ne peut pas être tolérée dans un établissement scolaire, mais on est sujet à de nombreux conflits dans les cours de récréation où il peut y avoir également des conflits avec les téléphones portables ou avec les différents réseaux sociaux, de bien différencier. Alors, c'est là, tout est la limite, parce que nous, on n'a pas forcément les capacités de savoir différencier, d'où l'idée de bien s'entourer, mais de différencier ce qui est, voilà, les conflits, on va dire, qui sont réguliers, qui peuvent malheureusement avoir lieu dans un établissement scolaire, et le harcèlement, voilà, sur lequel on doit attacher une importance supplémentaire encore. Oui, parce qu'effectivement, toutes les situations de conflit ne sont pas des situations de harcèlement. Non, c'est vrai que le terme est quand même, j'allais dire, assez facilement utilisé aujourd'hui. Bah, le problème, c'est quand on utilise un terme, comment dire, je pense que s'il est trop utilisé, c'est qu'il y a un sens à ça. C'est qu'il y a de l'inquiétude et qu'il faut essayer de comprendre quelque chose de cette inquiétude. Donc, il ne faut pas forcément rejeter ça, mais effectivement, il ne s'agit pas toujours de harcèlement. Moi, je pense qu'il faut créer des espaces pour le prévenir et pour faire en sorte que, qu'on se soit dans le harcèlement ou pas, que les élèves puissent avoir des interlocuteurs à qui se confier s'ils ressentent une difficulté. On a tendance à croire que quand on fait des actions de prévention, parfois ça va libérer tellement la parole qu'on va plus savoir comment faire. Moi, je pense qu'au contraire, quand les élèves savent vers qui ils peuvent se tourner, ça les rassure et ça peut parfois limiter cette hémorragie, ce besoin de parler à tout va. Donc voilà, mais je pense qu'il faut en comprendre quelque chose. Après, il y a des effets médiatiques. Effectivement, on fait peur aussi beaucoup aux parents avec un certain nombre de choses. Et peut-être de leur dire, et j'y viendrai après, qu'il y a quand même la majorité des adolescents qui traversent cette période, certes pas simplement, mais sans difficulté. Et qu'à partir du moment où on prévient, où on met en place un certain nombre de choses, on peut éviter les situations les plus critiques. Et quel que soit le mal-être, aussi minime soit-il, il est à prendre en considération. Bien sûr. Voilà, d'où le fait de bien s'entourer, d'avoir les adultes référents, adultes ou enfants, mais voilà, à qui s'adresser. Justement, c'est des points sur lesquels on reviendra juste après. On parlait tout à l'heure d'interactivité. Là, je viens de recevoir un message, je le cite, de Damien Bancal, qui est responsable communication de la mairie de Seclin. Mais Damien Bancal est également expert international en cybersécurité. Et il m'envoie, donc je partage avec vous, c'est passionnant, la docteure est vraiment top. Donc vous voyez... Merci pour nous. Oui, aucun mot sur les chefs d'établissement. Vous n'êtes pas intervenu sur la cybersécurité. Tout à fait. Donc voilà, donc effectivement, on parlait de risques, et je pense, comme vous, qu'il faut positiver. Généralement, ça se passe bien si l'on construit ensemble, on l'a évoqué. Nous, parents enseignants, membres des comités éducatifs, alors ce soir, on vous le dit, on est là ensemble, tous ensemble, plus de 230, donc on vous en remercie. Eh ben, nous sommes là pour essayer de répondre au mieux aux besoins de nos adolescents, de leur changement de comportement, d'habitude. Et notre objectif commun, c'est d'affronter cette étape avec le plus de sérénité, le plus de sécurité possible. Et ça, c'est à faire bien sûr tous ensemble. Alors quand on parle de comportement, justement, docteur, quel comportement adopter pour accompagner un ado dans la meilleure gestion des risques identifiés? Alors vous l'avez déjà un peu abordé dans vos propos juste avant. Risques identifiés par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies. On est un peu dans ce cadre-là. Alors moi, juste une petite parenthèse, je travaille pour une association qui s'appelle 36912, Apprivoiser les écrans et grandir. Donc on a vraiment mis en place des balises, des âges pour effectivement proposer un bon usage adapté en fonction de l'âge. Vous pouvez d'ailleurs vous aller sur le site internet où vous trouverez plein d'informations, www.3-6-9-12.org, excusez-moi. En tout cas, il faut à la fois pouvoir informer les parents. Et ça, on le fait énormément. On n'est pas les seuls à le faire. Il y a plein d'associations qui travaillent sur ces... Et notamment le collègue dont vous parliez a sans doute peut-être aussi des actions de sensibilisation. Il faut pouvoir informer les parents sur ces risques. Il faut pouvoir intervenir dans les établissements scolaires, ce que nous faisons aussi. Et il faut pouvoir aussi, par ailleurs, développer des programmes qui luttent. Je parlais de cette violence
constitutive, mais qui a besoin d'être transformée. Pour lutter contre la violence, il faut développer l'empathie. Et pour développer l'empathie, il faut mettre en place des programmes dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Il y a le jeu des 3 figures, par exemple, qui est un outil extrêmement intéressant, un outil théâtral qui permet justement de développer les capacités empathiques chez les enfants. Et ça, il faut pouvoir faire rempart à la violence en développant les compétences qui permettent de la prévenir. Pour ce qui est de l'adolescent, ce qui est fondamental, c'est que la prévention soit active. C'est-à-dire qu'il doit être acteur de cette prévention. L'adolescent, il a besoin d'être acteur, il a besoin qu'on l'autonomise, il a besoin qu'on lui donne une place et une reconnaissance dans la société, il a besoin d'être acteur de cette prévention, ça c'est une certitude. Il faut qu'il s'approprie ces questions, et c'est en s'appropriant ces questions-là qu'il va aussi s'approprier ses propres ressentis par rapport à ça. Donc il y a plein de choses qui existent, notamment les jeux de rôle, les théâtres forums qui sont des outils. Moi, je travaille beaucoup avec la compagnie La Belle Histoire. Il y a des créations de vidéos sur le harcèlement. Il faut que l'adolescent ne reçoive pas l'information qui lui serait donnée par les adultes, mais qu'il participe à la création de ces outils de prévention. Ça, c'est fondamental. Pour ce qui est de la prévention, parce que là, vous me parlez par rapport aux écrans, mais j'entends aussi que ça parle peut-être de comment s'adresser aux adolescents. Voilà. Donc, moi, je crois, et je suis très heureuse de voir le dispositif que vous avez mis en place, parce que je pense que vraiment, il faut aller à leur rencontre, ces adolescents. Parce que ceux qui vont le plus mal ont souvent le moins les ressources de faire une demande d'aide. Et puis finalement, ils ne se parlent pas tant que ça de leur mal-être entre eux. Hein. C'est un peu, ils sont un peu, comme ils disent, ils font bonne figure. Enfin, il y a cette idée de... Et donc, il faut vraiment aller à leur rencontre. Et je crois que d'un point de vue social collectif, c'est absolument nécessaire de donner les moyens aux institutions qui reçoivent les jeunes de manière à ce qu'elles puissent offrir des services pour proposer justement des espaces avec des professionnels pour être disponibles, ce qui n'empêchera pas par la suite d'orienter vers des services plus compétents s'il y avait besoin de soins importants. Mais en tout cas, il faut proposer à l'ado des médiations, parce que le langage, il faut tenir compte du langage, il faut donner un sens à sa parole à lui, mais parfois c'est trop compliqué, donc tout ce qui est afférent au langage, tout ce qui est création, tout ce qui va lui permettre de s'exprimer, ça va être un outil formidable pour justement voir un petit peu ce qu'il comprend des risques et là où il peut être en difficulté, par exemple. Favoriser l'expression, organiser l'écoute. C'est ça, tout à fait. Il faut pouvoir se montrer à l'écoute pour pouvoir entendre quelque chose de ce qu'ils ont à dire. Et ça, il faut qu'ils le sentent. Les ados ne s'y trompent pas. L'authenticité, c'est quelque chose de très important. Ils savent quand les adultes sont prêts à les entendre. Et parfois, quand les adultes ne sont pas prêts à les entendre, c'est aussi parce que les adultes sont insécurisés. Ce n'est pas la faute des adultes, parfois. C'est aussi qu'ils sont dans des dispositions familiales ou professionnelles qui font que, voilà, ils ne se sentent pas... Il faut être à plusieurs, en fait. Il faut vraiment... faut avoir un socle commun qui va aider ça. Voilà. Voilà. Ouais. Merci. Alors, je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Et effectivement, certains jeunes se trouvent renvoyés à l'adolescence à des antécédents traumatiques, des tensions vécues dans l'intimité, on l'a évoqué, familiale, dans le cocon familial, ou dans les rapports aux autres et à la culture. Donc on a abordé les comportements. Je voudrais qu'on aborde maintenant la difficulté d'identification d'un adolescent vulnérable, que ce soit pour nous parents, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour un adulte. Je pense que la phase identification, capacité d'identification est très très importante pour derrière organiser l'écoute. Tout à fait. Oui, mais elle est vraiment complexe effectivement à cet âge. Alors je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même aux parents c'est important que la majorité de cette classe d'âge traverse cette période sans trop d'encombre. Ils sont à peu près 85%, alors certes avec des hauts et des bas, et puis sans trop d'encombre, ça n'empêche qu'il y a du conflit, qu'il y a des tensions et que dans la famille, même les parents, ils ont un peu le tournis parfois, mais pour les 15% restants, qui souffrent, et ils ne souffrent pas seuls, parce qu'il y a leur famille, il y a leur entourage. Il faut pouvoir aussi faire quelque chose, puis il faut pouvoir les repérer le plus précocement possible, puisqu'on sait que plus on intervient tôt, plus ça permettra aux jeunes de retrouver un parcours plus tranquille. Donc, il n'y a pas de symptomatologie type, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que souvent, quand l'adolescent a du mal à exprimer sa souffrance, il a tendance soit à avoir des comportements auto-agressifs,
à se faire du mal, soit il va l'exprimer contre autrui, et donc vraiment dans des comportements plutôt hétéro-agressifs. Alors, ce qui est compliqué, c'est de faire la différence un peu entre ce que certains adultes parlent. On parle de fantaisie adolescente, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, il peut y avoir des choses... Et puis vraiment, le début de trouble ou la souffrance qu'on perçoit et donc qu'il faut prendre au sérieux. Donc ça va vraiment dépendre aussi de l'ampleur et de l'intensité de ce qu'on va pouvoir repérer. Mais aucun signe pris isolément ne peut, et indépendamment surtout du contexte, ne peut être considéré ou présumé d'une souffrance. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est important d'être à plusieurs, parce que quand on est à plusieurs, on rassemble des regards qui se complètent les uns les autres, et ça donne une approche beaucoup plus globale du jeune, et c'est comme ça qu'on arrive à déceler au mieux les situations. Donc il faut vraiment prendre les choses dans leur ensemble sur une durée suffisante. Mais si on devait schématiser un petit peu, on est obligé pour essayer de se représenter un peu les choses, en gros, un adolescent qui est plutôt dans la fluidité, dans la labilité, dans quelque chose de l'adaptabilité, dans une variété de ses conduites, qui explore, qui a des qualités dans son exploration, qui est sensible aux réponses à minima de son entourage et de ses pairs, c'est un adolescent qui va globalement bien. Si au contraire, on a des choses un peu plus rigides qui se fixent, un caractère répétitif de certaines conduites, si on a une réactivité majeure ou alors vraiment au contraire une inaccessibilité complète au dialogue, aux interventions extérieures de manière régulière, hein, parce qu'un enfermement aussi dans un type exclusif d'activité, un isolement, il faut s'en inquiéter. Donc c'est vrai que parfois on a deux versants un peu extrêmes de soit inhibition, isolement, soit quelque chose de beaucoup plus bruyant dans le passage à l'acte. Mais ce qui est problématique à cet âge, c'est que souvent, plus l'ado est en souffrance, et moins il sera en capacité de le reconnaître lui-même. Et moins encore de l'exprimer verbalement. Et donc ça que c'est compliqué, parce que pour l'entourage, c'est difficile. Et moins il sera en capacité de l'exprimer verbalement, plus il va avoir tendance à utiliser son corps pour recourir à des actes pour tenter de dire quelque chose de cette souffrance. Est-ce que vous pensez qu'il en a toujours conscience de son mal-être ou Alors, le déni, effectivement, quand il n'y a vraiment pas conscience de son mal-être et que ça prend des formes très importantes, c'est un signe de... Oui, si par exemple il est délirant, il ne s'en rend pas compte, oui, c'est problématique. Mais oui, parfois, ça arrive qu'il ne s'en rende pas compte ou qu'il ne soit pas encore en capacité d'en dire quelque chose, tellement il craint l'effet que ça va avoir sur lui. C'est pour ça que s'il n'est pas suffisamment tranquillisé, il ne pourra pas y aller. Il aura trop peur de l'effondrement que ça va engendrer que de dire les choses. Donc il faut vraiment des préalables pour qu'il se sente sécurisé. En tout cas, pour aider aussi peut-être un petit peu les parents à des images par rapport à la souffrance de l'ado, c'est tout ce qui se décline autour de la rupture. En quelque sorte, il y a un certain nombre de synonymes du verbe rompre qui vous parleront, notamment je me casse, hein, je fais une fugue, où je casse des choses, j'arrache des choses, je fais des actes de vandalisme par exemple, où je vais me déchirer la tête, c'est-à-dire je vais m'alcooliser massivement ou prendre des drogues, je me coupe avec une lame, je m'automutile. Toutes ces choses qui marquent vraiment la rupture et qui sont bien sûr, si c'est répétitif, s'il y a plusieurs signes à ce moment-là concurrence, c'est un danger. Il faut pouvoir vraiment rapidement intervenir pour aider ce jeune. Justement, vous parliez d'automutilation, de scarification. Donc, j'avais lu une étude qui mettait en perspective que 10 à 12% de nos adolescents se scarifiaient ou s'automutilaient. Et que sur ces 10-12%, on avait à peu près 70% de filles. Donc une forte préemption de filles sur scarification, automutilation. Vous constatez ces résultats-là ou... Alors, je ne suis pas allée rechercher dans la littérature des données spécifiques sur la répartition en fonction de l'âge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les scarifications, ça fait partie des choses les plus complexes à comprendre pour l'entourage. Parce que, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, l'adolescent, il va se faire du mal pour aller mieux. Et ça, c'est difficile à comprendre pour les parents. Pourquoi il se fait du mal? Et est-ce que vraiment, en se faisant du mal, ça peut l'aider à aller mieux? Mais souvent, pour lui,
c'est une façon de purger sa souffrance et de localiser sa douleur quand il n'arrive pas à la repérer, à la nommer. Il a besoin d'en avoir l'expérience corporelle, parfois pour limiter les contours de cette souffrance qui le déborde. Il y a même des ados qui se scarifient, qui après se prennent soin d'eux, c'est-à-dire vont vraiment désinfecter, mettre un pansement, parce qu'ils auront l'impression de colmater un peu quelque chose, d'être actifs dans quelque chose qu'ils arrivent à... Donc c'est vraiment compliqué parce qu'effectivement, c'est extrêmement difficile en tant que parent d'être confronté à ça. Et effectivement, c'est un signe qu'il faut prendre très au sérieux. C'est jamais anodin. Mais donc je ne sais pas si j'ai répondu du coup à votre question, mais par rapport à la fille-garçon, ça je ne sais pas trop vous dire. Je ne sais pas trop vous dire. Du coup, j'en étais où? Non, j'ai parlé d'automutilation. Oui, on m'a demandé aussi pour les enseignants. Voilà, ce que j'allais venir, c'est ouais. Parce que l'enfant, l'adolescent est important, les parents sont importants, et les enseignants sont tout aussi importants. Ouais. Oui, parce que... Enseignants et ensemble du personnel. Ensemble de la communauté éducative. Vous faites Ouais. bien de reprendre, M. Paulet. L'ensemble des adultes. Oui, parce qu'en fait, finalement, l'adolescent, il va évidemment faire avec ce qu'il a reçu jusqu'à présent, avec son bagage, mais ça va aussi beaucoup dépendre des rencontres qu'il va faire et des adultes qu'il va croiser sur son parcours. Donc, ces adultes-là, ils sont précieux, ils sont importants. Peut-être de redire aux enseignants à quel point ils sont importants aussi, parce que pour apprendre à l'école, il faut être dans un transfert avec son enseignant. C'est-à-dire que... de la même manière qu'un enfant de maternelle mettrait ses petites gommettes bien sur sa feuille pour faire plaisir à sa maîtresse, un adolescent, il est aussi dans cette volonté de répondre aux désirs, d'être dans une relation où il voit que son enseignant désire aussi des choses pour lui, désire qu'il apprenne, qu'il grandisse, qu'il avance. Et ça, c'est très important parce que l'apprentissage, le désir d'apprendre, il s'inscrit aussi dans cette relation à l'autre qui est fondamentale, qu'incarnent les enseignants. Et c'est grâce à ça que l'adolescent va pouvoir vraiment mettre en mouvement ce désir de savoir, d'apprendre. Et on a vu que justement, cette incarnation de l'enseignant en chair et en os, il avait toute sa place parce que dans le distanciel, on n'a pas retrouvé cette présence qui est importante et qui étaye énormément et qui intervient dans cet échange-là. Et puis, il y a quand même beaucoup de personnes qui témoignent du fait qu'une relation pédagogique bienveillante et exigeante à la fois, ça a pu avoir des effets très positifs pour eux. Ça a pu leur permettre de prendre du plaisir à apprendre, parfois même à les aider à mettre de côté un environnement plus complexe, intrafamilial, des choses comme ça. Ils ont trouvé au sein de l'école vraiment quelque chose qui les a aidés à se construire. Donc ça, c'est important. Alors, vous allez me dire, je reparle de Philippe Mérieux, mais j'aime beaucoup ses travaux. Il dit que le défi, ce serait de faire une pédagogie qui suscite vraiment le désir d'apprendre et la joie de comprendre. Et que dans certains cas, ce plaisir-là à apprendre, il pourrait être plus fort que les problèmes psychologiques ou sociaux rencontrés par l'enfant. Alors certes, évidemment que ce n'est pas valable à chaque fois, mais si ça concerne certains d'entre eux, le pari vaut vraiment le coup d'être tenté. Alors pour les enseignants, évidemment, il faut qu'ils soient soutenus, il ne faut jamais qu'ils restent seuls quand ils sont face à un ado qui ne va pas bien. Alors je ne sais pas trop dans quelle mesure ils ont des moments interstitiels où ils peuvent échanger plus individuellement avec certains ados, s'ils les sollicitent ou non. En tout cas, je pense que ce qui est important de peut-être les mettre en garde sur le fait qu'il ne faut pas tout psychologiser. Et ça, c'est important, et notamment avec les ados. Il ne faut pas interpréter pour eux. Il ne faut pas essayer de donner trop vite du sens à leur place. Parce que donner trop vite son idée à l'adolescent de ce qu'il pense, c'est le couper de sa propre parole et de sa propre... Et ça, il faut vraiment être vigilant, parce que parfois, on essaye de comprendre en tant qu'adulte. On essaye de se dire, tiens, peut-être qu'il vit ça pas bien à la maison, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Je pense qu'il faut créer les conditions propices à ce qu'il puisse s'exprimer, mais pas être trop vite dans l'hypothèse ou dans l'idée que c'est sans doute un ensemble de choses qui interviennent, dont la situation pédagogique qui a aussi sa place à jouer. Donc, il faut que l'enseignant y soit... Mais les enseignants sont dans l'observation, ils connaissent bien leurs élèves et je pense qu'ils perçoivent vite quand il y en a un qui change de comportement ou ils sont rapidement interpellés.
Et puis dans ce cas-là, on y viendra peut-être plus après sur la marche à suivre institutionnelle, mais en tout cas, il faut qu'ils aient des espaces pour pouvoir parler de ce que ça leur fait que d'être au contact des enfants ou d'adolescents, et notamment dans les moments compliqués. Ça, ils ont besoin aussi ils n'ont pas besoin uniquement de formation sur les mathématiques, de formation sur comment on apprend à un élève à être élève. Ils ont besoin aussi d'espaces de parole. Et ça, moi, je trouve que ça manque cruellement. Alors, on a abordé, vous avez abordé le lien enfant-parent, parent-enfant, le lien enfant-communauté éducative, communauté éducative enfant, et je voudrais également insister sur le lien parent-communauté éducative qui est important également. Tout à fait, je l'ai dit au Donc début. avoir ce triptyque qui travaille tous ensemble, justement pour améliorer le bien-être collectif. Alors on a parlé de comportements vulnérables, on a parlé d'identification, et maintenant je vous propose qu'on soit encore plus concret. Je prends un cas d'école, je suis Philippe, je suis en 5e L, mon professeur principal est M. Blanquer, je ne joue pas à la marelle. Par contre, je me sens mal, je suis en mal-être, j'ai du spleen. À l'intérieur de l'ensemble scolaire IMAC, vers qui puis-je me tourner? Et donc là, forcément, je me retourne vers nos chefs d'établissement. Quelle organisation en place aujourd'hui? Possiblement, quelle organisation demain? Pour organiser, comme disait le docteur Dubreuil, l'expression, faciliter l'expression et se mettre aux potentialités d'écoute des adolescents. J'ai bien entendu ce que disait le docteur Dubreuil tout à l'heure et l'importance que les jeunes aient des interlocuteurs privilégiés, mais je souhaiterais commencer par dire que l'ensemble des adultes qui travaillent dans nos établissements sont à l'écoute des jeunes. Voilà, donc. Et moi, je dis toujours aux élèves, s'il y a un problème, s'il y a une question, n'hésitez pas à en parler à l'adulte que vous rencontrez. Cet adulte, s'il n'est pas à même de répondre à votre question, il pourra, puisque notre établissement est structuré, vous orienter vers la personne, vers l'adulte, qui sera à même de vous aider. Alors c'est vrai que dans nos structures, les interlocuteurs sont variés et nombreux, parce que je vous l'ai dit, ça concerne d'abord tous les adultes. Et effectivement, il y a une structure qui va commencer par, alors je vais dire pour les élèves, les interlocuteurs privilégiés, en tout cas c'est la façon dont on présente les choses en début d'année. Leur interlocuteur privilégié, c'est le professeur principal. Mais je vais englober rapidement tous les enseignants spécialisés. Au sein de nos structures, alors, le Collège Immaculée Conception, on a la chance d'avoir une directrice adjointe, un responsable... Madame Delphine Deloffre. Voilà. Qui est derrière la caméra, mais effectivement, elle est présente avec nous. Donc, la directrice adjointe, un responsable de vie scolaire, donc forcément, comme son nom l'indique, qui va prendre en charge toutes les questions qui concernent la vie scolaire. Mais alors, je le dis également tout de suite, tous les adultes travaillent ensemble, c'est pas cloisonné, c'est structuré mais pas cloisonné, bien évidemment. J'ai évoqué les professeurs principaux, les enseignants, on a des référents de niveau, nous avons également des responsables de niveau. Donc référents de niveau, ce sont des personnels d'éducation qui accompagnent les professeurs principaux et qui prennent en charge les élèves d'un même niveau, 3e, 4e, 5e, 6e. Alors, on a des responsables. Classe, c'est ça? Ils font Alors, les professeurs principaux, effectivement, organisent des séances de débat, bilan, débriefing avec leur classe sur les temps d'heure de vie de classe. Temps pendant lesquels, j'allais dire, l'organisation de la séance se fait selon la liberté de l'enseignant ou selon des propositions qui sont faites par les élèves. On peut débattre effectivement de sujets et d'autres. Ça, c'est vraiment laissé à la liberté du professeur principal. Qu'est-ce qui pourrait être réfléchi pour encore aller plus loin dans cette organisation? Je ne vais pas nommer tout le monde, parce que voilà, vous avez également les AESH, je veux oublier personne. Il y a l'adjointe, enfin les adjoints en pastoral. Voilà. Alors, pour éviter d'oublier quelqu'un, voilà, tous concernés, et je le redis, tous les adultes sont des interlocuteurs de nos élèves. Ils sont tous concernés, après avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée qu'on n'est pas tous formés, tous les adultes n'ont pas les mêmes dispositions à pouvoir répondre aux attentes des élèves. Ça, c'est l'intérêt justement de ce projet commun, qui est justement d'essayer de former les personnes, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments, alors parce qu'il y a de nombreux partenaires qui ne sont pas toujours visibles, mais ils sont nombreux. Donc quand on peut rassurer, alors rassurer, ça veut pas dire qu'on a toujours toutes les réponses, mais en tout cas, les décisions ne sont jamais prises seules. Ce n'est pas un enfant pour un adulte, c'est
de nombreux adultes qui les entourent. Alors, je listais, alors c'est pareil que M. Verhaeghe, je pense qu'on est capable d'en oublier quelques-uns, on s'en excuse, mais voilà, les interlocuteurs sont nombreux. À l'extérieur des bâtiments scolaires, on pense aussi aux médecins scolaires. Donc, il y a le médecin scolaire avec qui on travaille en étroite collaboration. Les services sociaux, je pense à l'UTPAS, alors c'est l'unité territoriale de prévention d'action sociale, les CMP. On est en relation également avec de nombreux partenaires tout au long de l'année. Alors, je les nomme quelques-uns. Il y a les orthophonistes, les psychologues, les pédopsychiatres, psychothérapeutes, graphothérapeutes. Ils sont nombreux. Donc, on n'est jamais seul, quelle que soit la difficulté de l'enfant. On parle de harcèlement, mais ça peut être difficulté scolaire, comportementale. On a toujours un ensemble d'adultes qui peut entourer les enfants et les familles, puisque au-delà de ça, on a aussi donc les mairies avec les services, que ce soit le service enfance et jeunesse de chacune des communes, les centres sociaux, les médecins de famille, donc qui aussi qui connaissent les familles, qui ont des réponses. Et on ajouterait à ça, parce que aussi on est en partenariat avec eux, les forces de l'ordre tout simplement. Donc les forces de l'ordre, le procureur de la République, avec qui on converse aussi selon les sujets, selon les thèmes abordés. Mais on est nombreux, voilà. Alors, comme M. Paulet ne m'avait pas laissé terminer, ça tombe bien parce que de ce fait-là, je peux mettre en lumière les services diocésains. Nos établissements sont accompagnés par la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Voilà, une instance structurée également avec des services qui permettent d'accompagner les établissements. Le service d'information famille, le CIF, la cellule harcèlement, le service psychologie, le service d'école inclusive, les maîtres accompagnateurs formateurs. Et encore une fois, je dois certainement en oublier, et je m'en excuse, mais voilà, on a un ensemble de partenaires, d'adultes, qui sont présents pour accompagner les jeunes et les adultes. Très important, vous l'avez souligné, ne pas oublier les adultes qui doivent être en bonne forme pour accompagner au mieux nos jeunes. Voilà. Est-ce que les structures hospitalières, je pense au groupement hospitalier Seclin-Carvin ou également au centre hospitalier universitaire de Lille, ont été citées et peuvent être un interlocuteur? Bien sûr. Alors, elles n'ont peut-être pas été citées, on s'en excuse, que... mais vous faites bien de le dire, parce que oui, sur la difficulté, j'insiste, c'est qu'on oublie effectivement des partenaires. Oui, je suis. Oui, exactement, voilà. Bravo. Donc on avait omis exprès un interlocuteur et vous l'avez retrouvé. Félicitations. Alors, toujours dans l'interactivité, je viens de recevoir un message, donc je le lis. Très fier de nos chefs d'établissement, donc vous voyez. C'est M. Bancal, non? Non, c'est Alexandra Gibon. Non. Voilà, donc l'équilibre est rétabli. C'est gentil, merci. Donc merci à vous. Alors, on a fait vraiment, je pense, un panorama assez complet. Ouais. Je peux me permettre, Monsieur Verhaeghe, allez-y. On évoquait également ce qu'on pouvait faire évoluer, l'importance de notre projet. Effectivement, alors, rassurer les parents parce qu'on fait de notre mieux. Mais le mieux, ce n'est pas forcément parfait. Voilà. Donc notre projet, c'est aussi de s'appuyer sur les expertises, les vécus, les conseils, pour pouvoir mettre en place et faire évoluer notre structure d'accompagnement des personnes. Ça, c'est vraiment important de le souligner, parce que forcément, là, le projet est lancé ce soir, mais on mettra en place des actions, on mettra en place des structures. Alors, on peut en évoquer certaines qui n'existent pas forcément. On n'a par exemple pas au sein de nos structures d'infirmerie, et on sait que souvent les infirmières sont également des relais en termes d'écoute. On avait évoqué avec l'appel, avec les collègues chez l'établissement, des établissements de l'ensemble Saint-Pierre, pourquoi pas la mise en place d'une structure point écoute. Vous l'avez rappelé, l'importance d'avoir un lieu qui permettra aux élèves de pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc tout ça, ce sont des projets. Puis j'imagine que l'enquête que vous avez mise en place sera justement... Les élèves eux-mêmes pourront soulever des pistes en fonction de leurs besoins. Ça, c'est très intéressant de partir aussi de leur demander à eux. Et comme le disait M. Verhaeghe, alors il faut insister sur le fait qu'on explique que le projet bien-être intégral et durable commence globalement cette année, mais ça ne nous a pas empêché de travailler déjà sur le bien-être de nos élèves sur les années précédentes. Voilà, c'est juste qu'on le nomme, on l'écrit, on le met en lumière et on essaye d'approfondir encore le travail qui avait été effectué jusque-là. Et peut-être préciser, mais mea culpa, c'est de ma faute, je ne l'ai pas fait, que jusqu'à fin juin, la première démarche était sur le collège. Donc le questionnaire numérique porte sur les collégiens, donc du niveau 6e au niveau 3e. Et dès l'année prochaine, l'école et le primaire sera concerné par cette démarche pour prendre en compte vraiment les 1300 élèves de l'Immaculée Conception dans cette démarche de bien-être psychologique portée par l'IMAC, des jeunes.
Donc, comme je suis un peu le maître du temps et qu'on est pile poil dans le timing, je vous propose maintenant de passer à la foire aux questions, encore en remerciant, mais vous n'avez pas fini de travailler parce que vous allez devoir répondre à toutes ces questions. Et on me dit, donc l'équipe de Groupama, que je remercie, Delphine Deloffre, qui se sont mis aux manettes pour trier, sélectionner et analyser l'ensemble de vos questions. Il y a plus de 80 questions qui sont arrivées sur la plateforme. Donc un grand merci. Alors bien sûr, nous n'allons pas reprendre, sauf si vous le souhaitez. Moi, je suis jusqu'à 6 h du matin. Après, je pars. Mais on va faire un peu plus court. Donc notre équipe nous a sélectionné un peu des questions qui n'ont pas forcément été abordées dans le contenu jusqu'à présent. Et je vois que les questions sont très pertinentes. Donc merci. Donc je lis. Comme le disait le docteur, l'empathie est essentielle. C'est un outil qui s'acquiert et je pense que le corps enseignant devrait être formé. Cela peut faire partie de ce projet. Qu'en pensez-vous? Qui veut répondre? On est formé à l'empathie. J'allais dire, je pense que l'empathie, il y a quand même un caractère qui est intrinsèque, voilà, lié quand même aux personnes. Et ce n'est pas anodin qu'un enseignant ait souhaité travailler avec des jeunes. Donc je me permets de dire quand même, je pense qu'une grande majorité de nos enseignants, si ce n'est pour dire tous, voilà, font preuve d'empathie vis-à-vis des élèves. Maintenant, voilà, moi je fais confiance à chacun aussi. C'est vrai qu'il y a des situations que certains sont plus à même d'accompagner que d'autres. Voilà. Et c'est vrai que les enseignants, encore une fois, on dit enseignants, on focalise sur les enseignants, les adultes voilà, travaillent ensemble. Et si un adulte, je pense, se sent moins à l'aise pour accompagner un enfant, voilà, il va savoir l'orienter vers la personne qui pourra le faire. Enfin, en fait, je n'avais pas lu la question dans le même sens que vous. Je pensais que... Bon. Non, mais en fait, je la relis et je pense que vous avez raison. Mais je pensais que la personne demandait si les enseignants pouvaient être formés pour enseigner, enfin favoriser l'empathie chez leurs élèves. Mais en fait, je ne l'ai pas lu correctement. Moi, je l'avais interprété aussi comme ça. Oui, mais en fait, en tout cas, si effectivement, ça fait partie des programmes scolaires, le bien vivre ensemble dès la maternelle d'ailleurs. Donc, on doit axer effectivement les apprentissages sur l'empathie. Force est de constater que c'est pas si évident que ça dans les faits. En tout cas, le jeu des 3 figures dont je vous parlais, qui a été reconnu par l'enseignement et qui répond à beaucoup d'exigences scolaires, on essaye de le mettre en place dans le plus d'écoles possible, mais on a bien du mal. Et effectivement, là, on forme les enseignants. Donc, on apprend aux enseignants toutes ces notions autour de l'empathie, de l'enfant, de comment il se construit, des effets des images, etc. Et on lui donne un outil, parce que c'est un outil qui est à pratiquer par l'enseignant dans sa classe. Et l'objectif, c'est que le plus d'enfants puissent en bénéficier. Ouais, donc ça répond à la formation à l'empathie. C'est ça. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec, grosso modo, globalement, la formation des enseignants pour accompagner le bien-être ou le mieux-être des enfants. Je pense que c'était ça. Alors, en tout cas, si vous voulez... Il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là, je vois. Ouais. L'équipe enseignante est demandeuse de manière générale. Enfin, l'ensemble des adultes sont demandeurs. Et le projet a été créé là-dessus. Et quand on évoquait en début de conférence la formation, elle passe évidemment par la formation des enseignants. On parlait tout à l'heure des dispositions de chaque adulte. Il faut, avant de pouvoir passer un message, il faut déjà y travailler soi-même et pouvoir se former soi-même avant éventuellement de former derrière. Voilà. Donc un gros axe de formation. Clair. Dans La notre formation projet, continue, de toute façon, est indispensable. On sait très bien qu'on a aujourd'hui face à nous des élèves qui ne sont plus les élèves qu'on avait face à nous il y a 30 ans. Alors, il faut systématiquement et régulièrement s'adapter aux élèves qu'on a face à nous. Donc, on retient axe formation. Je reprends la première question. Bonsoir. Envisagez-vous de partager votre projet auprès de la direction diocésaine pour que d'autres établissements puissent déployer ce type de projet? Eh bien, la Monsieur réponse Verhaeghe. est oui, puisque le projet est déjà partagé avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Une autre question. Alors, comment accompagner au mieux pour un enseignant? Alors, question effectivement pertinente et ces cas peuvent se produire. Comment accompagner au mieux pour un enseignant un enfant endeuillé tout en restant dans la bienveillance, quand justement l'enfant n'a pas de désir d'apprendre et que l'enfant cache un mal-être? Question qui s'y colle. Très intéressante. Je pense que Mme Dubreuil... Alors, question intéressante, mais je dois avouer qu'il y a certains mots qui... Oui. Comment accompagner au mieux un enseignant... Oula,
Oui. Si on peut revenir sur Pardon. Merci. Comment accompagner au mieux un enseignant, un enfant endeuillé, tout en restant dans la bienveillance? D'accord. C'est-à-dire qu'il y aurait la crainte de ne pas être bienveillant. Je ne comprends pas le début de la phrase. Ce qu'on peut peut-être répondre, c'est qu'aujourd'hui, au niveau, par exemple, de la direction de GCZ, on a des services qui peuvent nous accompagner et qui nous accompagnent sur ce genre de sujet-ci. Avec des personnes qui sont formées spécifiquement sur l'accompagnement au deuil. Au deuil. Alors oui, il y a l'association aussi Vivre son deuil qui fait Ouais. un très beau travail par rapport à ça, notamment avec des groupes de parole pour les enfants. Alors je ne sais pas les tranches d'âge, ça doit être en fonction des demandes, mais ils ont un numéro de téléphone où on peut les joindre. Ils ont des écoutants qui sont très disponibles. Ils ont aussi des outils pédagogiques pour appréhender la notion de la mort. Après là, ce qui est problématique, c'est qu'un enseignant, il peut pas pointer un problème individuel dans un groupe. Et ça, il faut être très vigilant. Il faut vraiment ne pas exposer un enfant. Donc, c'est très délicat. Il faut qu'il puisse trouver des moments peut-être pour s'adresser à lui ou utiliser un tiers. Alors, je ne crois pas que vous ayez de psychologue scolaire dans votre établissement. Alors si, on a des psychologues de la direction diocésaine de l'enseignement catholique, D'accord. voilà, qui sont des référents dans l'établissement. Qui peuvent être des interlocuteurs, Bien sûr. qui peuvent soutenir l'enseignant quand il y a une situation comme ça. Et ils le sont. Spécifique. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ça pour que ça se fasse dans un cadre un peu en dehors du groupe, même si parfois ça se manifeste tellement dans le groupe qu'il faut pouvoir aussi en dire quelque chose. Il ne suffit pas de faire du secret. Parfois, il y a besoin, en accord évidemment avec les parents, si on sent que l'enfant, de mettre des mots là-dessus, que ce soit le deuil ou la maladie, le handicap. Voilà, je répondrai en ça, que l'enfant cache son mal-être, peut-être ne pas forcément associer son... Je parlais tout à l'heure de ne pas trop faire d'hypothèses hâtives, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un désir d'apprendre qui est peut-être un peu entravé, qui peut être en lien effectivement avec cette période de deuil, mais pas uniquement, peut-être trouver d'autres réponses pédagogiques qui pourraient relancer quelque chose de ce désir, sans forcément soi-même en tant qu'adulte se dire il a perdu quelqu'un de proche, c'est terrible, et donc comment il va bien pouvoir faire pour retrouver le goût. Il faut aussi pouvoir imaginer, projeter des choses sur cette reprise du désir qui est possible, même dans des situations terribles comme celle-là. Puis dire qu'on n'est peut-être pas forcément tous à même d'accompagner des situations bien spécifiques. Et d'où la nécessité d'avoir des personnes qui soient formées spécifiquement. Donc peut-être la nécessité de rappeler aussi aux enseignants ou aux adultes qui seraient mal à l'aise pour accompagner telle ou telle situation, de ne surtout pas hésiter à en parler aux collègues et aux responsables de nos établissements. Bien sûr. On pourra également orienter une prise en charge vers la bonne personne. Et d'orienter peut-être sur des interlocuteurs extérieurs qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. En matière de réseau. Quand je dis orienter vers la bonne personne, bien je pense sûr. Oui, à tous les partenaires. Ne pas de nos rester tout seul dans tous les cas. Oui. Donc la prochaine question est encore relative, donc on va la passer assez rapidement mais elle est importante, sur la formation du corps enseignant dans le cadre du harcèlement scolaire. Il faut effectivement que l'enseignant ait la capacité d'identifier, d'accompagner, d'écouter. C'est pas aussi facile que ça. Je pense qu'on est tous humains, donc voilà, personne n'est protégé contre des moments de frustration, de tension, où on déborde parce qu'on est soi-même soumis à des... Et les enseignants sont des êtres humains comme les autres. Donc je pense qu'il peut y avoir des moments où des propos qui sont mal pris par certains enfants qui le rapportent aux parents, qui le prennent encore plus mal, parce qu'on sait qu'on peut facilement être dans un affrontement de position. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc ça arrive, ça. Je crois que ce serait l'effet inverse que de dire que ça n'arrive pas. Au contraire, on sait que ça peut arriver et l'idéal, c'est de prévenir ces situations-là ou de les rattraper parce qu'elles sont... Voilà. Donc, excusez-moi, je lis en même temps. Mais oui, il peut y avoir des situations encore aujourd'hui qui peuvent être... Puis alors après, c'est la perception de chacun, mais ce qui paraît blessant pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et l'enseignant, parfois, il peut avoir du mal aussi à se remettre dans la position de l'élève. L'adulte, tout court, même en tant que parent, on a du mal parfois à se remettre à la place de l'ado qu'on a été, de ce qui blesse un ado. Et encore une fois, je le dis, il faut effectivement de la formation, je suis d'accord, mais ce n'est pas uniquement de la formation, ce n'est pas uniquement une transmission de connaissances, c'est aussi pouvoir avoir des espaces pour parler. Quand on peut décharger sur les ressentis qu'on a, et notamment par exemple à l'égard d'un enfant, d'un élève, qui est un peu l'empêcheur de tourner en rond, celui qui agite en vous cette colère sourde et qui demande qu'à sortir, il faut pouvoir en parler avec d'autres pour comprendre et réussir à prendre de la distance. Donc,
voilà, effectivement, il y a de la formation, il y a de l'information, mais il y a aussi des espaces de dialogue pour parler de ces enfants parfois plus difficiles dans la gestion d'une classe ou... Enfin, c'est une réponse que... Alors, on se doit, nous aussi, de mettre en avant le fait que l'ensemble des adultes des établissements ont la volonté d'accompagner les élèves. Après, peut-être fait parfois maladroitement, ou parce que justement, voilà, il leur manque des outils pour pouvoir réagir, mais on a tous cette volonté, et ça, voilà, j'en ai la certitude. Après, peut-être parfois de manière maladroite. Vous parlez d'espace pour parler, il faut penser aussi la communication, c'est important, mais aussi au niveau de l'ensemble des adultes. Je pense aux familles, avec justement le corps enseignant, pouvoir entendre que voilà, qu'on peut tous être maladroits, qu'on n'a pas toutes les réponses, et de pouvoir se parler pour avancer ensemble. Parce que l'idée du projet global, il est tout de même de faire en sorte voilà, qu'on soit partenaire donc, sur l'ensemble de ce projet-ci, et notamment voilà, sur des sujets importants et délicats comme peuvent être le harcèlement. L'importance de travailler en équipe. Une situation de harcèlement, elle ne se résout pas rapidement. Généralement, on travaille en équipe, il y a un protocole à respecter, de prise en charge de l'élève harcelé, de l'élève harceleur, de la famille, des enseignants. De la classe. De la classe, oui. Tout à fait. Oui. Merci. Bah oui, parce que chacun joue son rôle dans ces situations-là, et c'est pas forcément que la victime et le harceleur. Hein. Il y a aussi les témoins, ceux qui ne font rien, ceux qui attisent. C'est des phénomènes de groupe sur lesquels il faut pouvoir travailler. Donc l'idéal, c'est de travailler en amont pour prévenir. Il y a une différence entre le traitement en amont et le traitement aigu. Mais il ne faut pas intervenir que quand ça explose, quoi. Souvent, on a une réaction sur les situations aiguës, mais ce à quoi on pense moins, ou on a moins le temps, malheureusement, c'est la prévention, qui pourtant est absolument capitale. Je pense que plus on organisera en amont l'expression et l'écoute, moins il y aura de situations. Oui, et le développement de l'empathie, et toutes ces expériences-là, les ateliers philosophiques aussi, qui sont très intéressants pour l'ouverture à l'autre et l'acceptation des points de vue de chacun. Il y a plein d'outils qui existent et qui sont pertinents. Alors, le temps passant, et je pense que je vais me faire taper un peu sur les doigts si j'accélère un peu, je vous propose de prendre les 3 dernières questions, et celle que j'ai devant moi me semble très intéressante. Faire une seule. Tout à l'heure, on a parlé de cybersécurité. Donc, est-ce que la cybersécurité et les risques attenants sont abordés dans le cadre du programme scolaire? Monsieur Verhaeghe, Monsieur Paulet. Alors, je vais vous dire, oui, c'est abordé. Alors, pas forcément dans le cadre des programmes, mais en tout cas dans le cadre des séances de cours qui peuvent être dispensées dans telle ou telle matière, parce que, j'allais dire, ça, c'est un sujet transversal, parce que cybersécurité, forcément, ça fait appel à l'utilisation des outils numériques, et les outils numériques sont utilisés dans toutes les disciplines. Les usages des outils numériques sont aujourd'hui intégrés dans les programmes de toutes les disciplines. Donc forcément, toutes ces questions de cybersécurité sont abordées. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une formation spécifique? Alors, je pense que c'est une dimension qu'on peut renforcer. Tout à l'heure, je parlais... On peut la renforcer. Pour un exemple, je parlais de Damien Bancal, qui est expert cybersécurité. Je propose à Damien Bancal, dont ses enfants étaient à l'Immaculée Conception, également de nous accompagner sur cette dimension de prévention de la cybersécurité. Et je pense que ça sera bénéfique pour tous nos élèves. Alors, à noter, pas que les élèves, les parents et la communauté éducative également. À noter également qu'on parlait de partenariat avec des partenaires extérieurs. On pense aux forces de l'ordre sur lesquelles voilà, on a travaillé étroitement cette année, que ce soit au niveau du collège ou au niveau des écoles. Voilà, les outils sont adaptés en fonction des âges des enfants. Là, pour cette année scolaire, par exemple, en classe de CM2, et voilà, chose qui se fait à l'Immaculée Conception comme dans les autres établissements. En classe de CM2, on a les forces de l'ordre qui passent voilà, pour expliquer un petit peu ce qu'est voilà, le cyberharcèlement. Cette année, surtout au niveau des 5e. Alors, ça a été aussi fait et primaire également. Je voudrais juste rajouter, parce que je n'ai pas pu dire quand même les partenaires extérieurs, il faudrait peut-être que j'en cite quand même certains pour avoir pris certaines infos. On a parlé du point information jeunesse tout à l'heure de Seclin. Ça concerne des jeunes entre 14 et 30 ans, avec un lieu d'accueil avec 2 professionnels qui sont des professionnels de l'animation, mais qui sont en lien aussi avec le service enfance et jeunesse de la ville. Moi, j'ai eu monsieur Rezouki, qui en est le responsable au téléphone, qui m'a expliqué notamment le fonctionnement de 2 associations sur le territoire. Il y a
FCP, où il y a des éducateurs de rue qui vont à la rencontre des jeunes dans les quartiers et qui font un travail avec les familles. Il y a l'association Oxygène aussi qui propose à la fois des actions collectives de prévention avec des théâtres-forums, avec des projets sur les addictions, sur la lutte contre le décrochage scolaire, sur un tas de thématiques comme ça. Ils ont des permanences d'accueil sur les quartiers. Alors j'ai noté 17h, 19h, je n'en sais pas plus, mais ils accueillent les publics ados sur ces permanences. Il y a des éducateurs qui sont en lien avec des psys qui travaillent aussi et des médecins pour ces associations. Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a des interlocuteurs aussi sur les quartiers. Il y a bien évidemment la Maison des adolescents à Lille avec aussi une antenne à Roubaix, qui est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui peut répondre à des demandes diverses. Il y a des infirmières, des psys, il y a des médecins psychiatres, documentalistes, des avocats spécialisés d'addictions et médiateurs familiaux. Donc il y a à la fois des accueils individuels pour plein de thématiques différentes rencontrées et aussi en groupe. Donc ça, il ne faut pas hésiter à se rendre sur ces lieux-là, qui font aussi des actions de prévention sur le harcèlement, sur ce qu'est l'identité numérique, sur la prise de risque à l'adolescence et sur tout ce qui est autour de la vie sexuelle et affective. Donc ça, c'est important. Quand il y a une inquiétude plus forte et qu'il y a besoin de soins psy, il faut quand même le dire. Aujourd'hui, il y a un gros problème sur le territoire de Seclin, c'est que le CMP enfant-adolescent est en cours de fermeture. Donc actuellement, je sais qu'ils sont à redistribuer les demandes qui sont adressées au CMP sur les 2 autres CMP du secteur dépendants du CHRU de Lille, qui sont le CMP de Lille Sud et le CMP d'Aubourdin. Bien évidemment que c'est à moyens plus ou moins constants et que vous savez que déjà la pédopsychiatrie bénéficie de très peu de moyens, mais au vu des recrudescences actuelles des demandes, c'est de plus en plus saturé. Mais en tout cas, il y a possibilité tout de même. Alors à la base, il y a des permanences pour adolescents qui sont organisées sans rendez-vous. Actuellement, avec le Covid, ça fonctionne plus sans rendez-vous. Mais si vous appelez par exemple le secrétariat du CMP de Lille Sud, vous pouvez être reçu dans un délai de quelques semaines pour déjà une évaluation de la demande sur plusieurs rendez-vous avec un binôme de professionnels. Donc ça, c'est important à savoir. C'est important de savoir aussi qu'évidemment, il y a les libéraux, les médecins traitants, quand sont les pédopsychiatres et les psychologues libéraux. Il y a aussi l'unité de prévention, l'unité d'urgence psychologique de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Fontan de Lille quand vraiment il y a une inquiétude très forte, qui ouvre de 8h30 à 20h. Et quand il y a des difficultés au sein de l'établissement ou des passages à l'acte inquiétants, il y a des urgences psychologiques qui nécessitent de faire appel à des services d'urgence, les pompiers, et de transférer éventuellement un jeune qui va très mal sur les services d'urgence qui sont dédiés à ça. Et il y a aussi l'unité de santé de l'adolescent à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, dirigée par le docteur Girard. Donc il existe des interlocuteurs. Certes, actuellement, c'est complexe, mais il en existe. Et je pense que il ne faut pas hésiter, en tout cas, à faire la démarche. Je voudrais insister quand même sur le fait que la solution pour les parents à cet âge-là, c'est quand même beaucoup l'ouverture sur l'extérieur. Que parfois, c'est vraiment vécu comme très culpabilisant, comme un rejet ou l'impression d'être mauvais, d'être des mauvais parents ou d'être pathogène pour ses enfants. Au contraire, c'est vraiment l'ouverture sur l'extérieur qui va permettre, en s'adressant à un professionnel, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de soutenir la famille et de pouvoir faire avancer les choses. C'est très important. Parfois, ça se fait sur quelques rencontres qui peuvent suffire. Voilà. Merci de l'avoir cité parce que beaucoup des structures que vous avez nommées nous accompagnent. Alors, j'ai bien conscience du travail qui leur est demandé parce qu'ils sont fort sollicités. C'est vrai que parfois, on a une petite frustration dans nos établissements parce qu'on aimerait que la prise en charge soit plus rapide. Et c'est vrai qu'ils font leur maximum et il y a parfois un peu de délai. Je pense qu'il faut à ce moment-là s'adresser directement au ministère pour faire remonter ces... Non, mais je suis très sérieuse. Non, mais... Il faut que ce soit une préoccupation locale et qu'on puisse faire remonter ça. Et nationale. Et nationale. Oui. Bon, mais malgré le fait, vous voyez, vous évoquiez le CMP de Seclin. Bon, c'est effectivement, ils sont en fermeture. Ils ont tout de suite accompagné parce que j'ai une situation à gérer et réorienté vers un autre service. Mais on sent qu'il y a un vrai besoin et quelque part, il y a un manque parce qu'il y a une très forte demande. Tout à fait. Voilà. Mais on s'y attelle avec M. Paulet. On va écrire au ministère. Super. On prend note. Alors, on ne peut pas, bien sûr, balayer les 80 questions que vous nous avez adressées. Je pense qu'on a fait un panorama assez complet. Et puis, c'est une première conférence sur ce thème. Donc, je vous propose de clôturer cette séance, cette conférence. Je vais laisser la parole à Patricia Dutoit, présidente de la Fédération Groupama Nord, pour vous dire quelques mots de conclusion. Et puis après, je reprendrai la parole pour finaliser, conclure définitivement cette première conférence. Madame Dutoit. Écoutez, moi, je tiens à vous remercier
pour la qualité de vos propos et pour ces échanges très enrichissants. Grâce à vous, nous avons passé une très bonne soirée en tout cas. Merci aussi à vous qui êtes derrière vos écrans, car vous nous avez envoyé de nombreux messages de remerciements, d'encouragement, donc merci. Et pour vos questions, bon, bien évidemment, les questions étaient nombreuses, nous en avons fait une synthèse. Donc l'ensemble des thématiques que vous avez soulevées ont été traitées ce soir. Vous avez pu y répondre sans difficulté. Alors vous avez évoqué les consultations chez la psychologue, en effet. Et sachez que chez Groupama, vous êtes remboursé de consultations chez des professionnels libéraux. Donc n'hésitez pas à prendre contact auprès des conseillers Groupama en agence ou à distance. Merci à vous tous de vous être connectés, en tout cas. C'est une première, c'est vrai, mais vous avez été nombreux à vous connecter. Hein. Donc c'est très bien, c'est très encourageant pour nous. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci pour cette organisation, pour notre animateur. Et surtout, prenez soin de vous. Alors, merci Madame la Présidente. Effectivement, vous étiez plus de 230 à vous connecter ce soir pour nous suivre. Donc j'espère que cette conférence, on espère que cette conférence vous aura intéressé, vous aura captivé. Un grand merci encore à nos intervenants de qualité, le docteur Adeline Dubreux, nos chefs d'établissement. Et je reçois plein de messages pour dire que vous avez été super. Ouais, Donc vrai, Grégory Verhaeghe, C'est gentil. Anthony Paulet. Vrai. Encore un grand merci à Patricia Dutoit, la présidente de la Fédération Groupama. Je voudrais remercier, parce qu'il faut les remercier, vous ne les voyez pas derrière les manettes, mais ils sont actifs, performants. Vous avez vu que ça s'est passé impeccablement au niveau technique ce soir. L'ensemble des équipes d'Arnaud Poulain et toutes les équipes de Groupama. Et puis notre directrice adjointe Delphine Deloffre, qui a également apporté son aide sur cette organisation-là. Et puis merci à vous, parents, enseignants, communauté éducative, de nous avoir suivis, alors, à la fois de Seclin, également de Provins, de Bercé, d'Avelin, puisque vous l'avez bien compris, notre souhait, c'est que ce projet embarque l'ensemble de Saint-Pia sur cette dimension, sur ce projet d'ampleur. N'hésitez pas à nous faire part de l'ensemble de vos avis, de vos remarques, notamment via École Directe, mais également sur le Facebook, qui est votre Facebook, de l'Association des parents d'élèves de l'Immaculée Conception. Je rappelle, on compte sur vous pour compléter le questionnaire numérique bien-être que vous recevrez dès demain par le biais de notre direction. Je ne donne pas d'horaire, mais ce sera Quand je demain. dis vous, c'est à la fois les collégiens, à la fois les parents, à la fois les enseignants et la communauté éducative. Donc, lien numérique. Je remercie, ils n'ont pas pu intervenir ce soir, mais nos 3 psychologues qui nous accompagnent dans cette démarche-là et donc qui nous encadrent et nous apportent leur expertise sur cette démarche d'état des lieux. Et je rappelle, j'en profite, rendez-nous le retour des questionnaires pour le 11 juin et pour les collégiens, la date est fixée au 31 mai. Alors j'espère également, vu le succès de cette soirée, que le partenariat, j'en profite, avec la Fédération Groupama se pérennisera sur les années à venir. Donc ça, on verra ensemble. Et puis on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end de l'Ascension, et nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines conférences de l'IMAC, puisque nous souhaitons maintenant qu'elles soient idéalement trimestrielles pour partager et échanger avec vous et avancer tous ensemble. C'était la thématique de cette conférence. Travaillons ensemble pour le bien-être de tous. Bonne soirée Un grand merci. et à bientôt. Merci. Merci.